Préface. La musique, une danse effrénée, l'intelligence informatique, équilibre les pas de la passion et de la connaissance. Ce livre est le récit d'un voyage, une croisière marquée par 16 années de vie associative riche en défis, en épreuves, en découvertes et en transformations. Il débute par l'apprentissage d'une danse, un art qui transcende les mouvements du corps pour devenir elle-même une métaphore de la vie. Ainsi ce voyage m'a conduit à créer ma propre association de danse de salon, un projet qui a exigé non seulement de l'élégance sur la piste de danse, mais aussi une vision et une détermination inébranlables. Cependant, ce livre est plus qu'une histoire de danse. Il évoque également ma passion pour l'enseignement des compétences informatiques, une passion qui m'a conduit à partager des connaissances essentielles en matière de logiciels, de traitement de texte, tableur Excel, de présentation visuelles images, vidéos et sons. En tant qu'explorateur numérique, j'ai guidé des personnes à travers les méandres du monde informatique, les aidant à maîtriser l'art de la communication, de la création et la découverte en ligne. Ce livre est le témoignage dont la danse et la technologie ont convergé dans ma vie, créant un équilibre délicat entre la grâce et la logique, entre le rythme et l'informatique. C'est une histoire de persévérance face aux défis, d'adaptation aux changements et de la recherche constante de l'harmonie. Que vous soyez un passionné de danse, un apprenant avide de compétences informatiques, ou simplement un aventurier curieux de la vie, je vous invite à embarquer dans ce voyage. Car au-delà des pas de danse et des lignes de code se cachent des leçons précieuses sur la résilience, la créativité et la découverte de soi. Alors, prenez ma main virtuelle, et partageons l'aventure ensemble. Ma vie vous la connaissez, je l'ai relatée dans mes précédents écrits, la menthe religieuse, la dégénérescence d'un monstre, et au-delà des apparences. Pendant ces années, j'ai vécu une vie associative active, mais ma vie a pris un tournant difficile. J'ai d'abord dû mettre fin à mes activités professionnelles en raison de problèmes de santé, puis j'ai suivi mon ex dans l'achat de 2 magasins à Vichy, ce qui s'est soldé par un échec financier en seulement 2 ans et demi. Cette expérience a créé des tensions dans notre relation. Nous avons perdu tout notre investissement financier ainsi que le fruit de notre dur labeur. La situation a été d'autant plus difficile à accepter car elle n'a pas ressenti de culpabilité pour sa mauvaise gestion, et elle a même semblé avoir des relations douteuses avec le liquidateur, ce qui a ébranlé ma confiance en elle. Pour rétablir notre relation, nous avons dû faire preuve de créativité, mais le chemin vers la réconciliation n'a pas été facile. Comme le dit un dicton bien connu, même si nous avons essayé de recoller les morceaux, les fissures étaient toujours visibles. Nous avons trouvé un hobby commun en nous inscrivant chez Pascalou, un professeur de danse de salon. Cette expérience a révélé ma passion pour la musique et le rythme, tout en nous permettant de rencontrer des personnes extraordinaires, même si certaines étaient moins agréables. La danse de salon se pratique en couple, axée sur le plaisir et le divertissement. Elle comprend divers styles caractérisés par des mouvements lents et gracieux ardents et pétillants, adaptés aux variétés de musique. La danse de salon a une histoire riche et a évolué au fil des siècles. Popularisée à l'époque victorienne, elle est restée une activité appréciée. Aujourd'hui, elle reste très populaire et peut être apprise dans des écoles de danse ou des cours organisés par des clubs ou des associations. Parmi les styles populaires de danse de salon, on trouve la valse, le tango, le cha-cha, le foxtrot, le swing et la rumba, chacun ayant ses propres caractéristiques et techniques. La danse de salon est une activité sociale et plaisante, adaptée à tous les âges et niveaux de compétences. Elle offre des avantages tels que le renforcement de la confiance en soi, de la coordination et des muscles, tout en étant une excellente manière de se divertir en bonne compagnie. Voici quelques éléments à prendre en compte lorsque vous débutez la danse de salon. Apprendre les bases, il est important de commencer par les pas de base de chaque style de danse, ainsi que la posture et la technique du danseur. Trouver un partenaire de danse, il est recommandé de trouver un partenaire avec qui vous êtes à l'aise et qui a un niveau similaire au vôtre. Trouver un professeur de danse, il peut être utile de prendre des leçons avec un professeur expérimenté pour vous aider à améliorer votre technique et votre style. Pratiquez régulièrement, comme avec toute activité physique, la pratique régulière est importante pour améliorer votre niveau de danse. Prendre du plaisir, la danse de salon est avant tout une activité de loisir, alors n'oubliez pas de vous amuser et de prendre du plaisir pendant que vous dansez.
Malgré les travers de ce professeur Pascalou, individu tout à fait singulier, l'expérience de la danse était avec lui tout sauf ordinaire. Ayant travaillé à Madagascar, il nous traitait comme ses domestiques, obsédés par l'argent et la boisson Ricard. Brillamment une personne ou un couple devant l'ensemble des élèves. Sa question récurrente était toujours la même, as-tu apporté ton chèque du mois? Et il ajoutait, avec un ton qui laissait peu de place à la discussion, c'est la dernière fois que je te le réclame. Autant dire que cela glaçait l'atmosphère pour le reste de la soirée. Nos cours duraient 1h30, mais il n'était pas rare que Pascalou, comme nous l'appelions, disparaisse mystérieusement en plein milieu de la répétition pour réapparaître derrière le bar, un verre de Ricard à la main. Il répétait cette routine toutes les demi-heures, comme s'il s'agissait d'un rituel sacré. Sans doute pour maintenir le flux d'argent, nous répétions inlassablement la même figure de danse pendant des semaines, prolongeant ainsi la durée de chaque cours. Les séances comptant plus d'élèves féminines que d'élèves masculins, il cherchait activement à recruter des hommes célibataires des montagnes bourbonnaises pour jouer les cavaliers et les gigolos pour ces dames solitaires. Ironie du sort, ces messieurs devaient eux aussi s'acquitter de leurs cotisations, comme tous les autres. Pour Pascalou, il n'y avait décidément pas de petit profit, illustrant ainsi sa soif insatiable du gain. Ce passage met en évidence les pratiques douteuses et le comportement peu scrupuleux de Pascalou dans le cadre de nos cours de danse. L'événement annuel était la nuit de la danse à Vichy. Elle se déroulait au Palais du Lac et c'était un moment incontournable pour les passionnés de danse. Des danseurs professionnels venus de toute la France convergeaient vers ce lieu pour participer à ce gala. Pascalou, ses élèves et son épouse, avaient le privilège de présenter cette soirée exceptionnelle. Chacun de nous avait un rôle à tenir pour faire de cet événement un succès, même si nous le faisions bénévolement. Certains s'occupaient du service, d'autres de l'entrée, quant à moi, j'étais responsable des photos, des vidéos et des dépliants publicitaires. Ce rôle m'enthousiasmait énormément. Cependant, malgré nos efforts et notre engagement, il était regrettable que Pascalou ne nous ait pas toujours accordé la considération que nous méritions. Nos contributions bénévoles étaient essentielles pour la réussite de cet événement, mais il semblait parfois les sous-estimer. Pourtant, malgré ces obstacles, notre dévouement envers la danse et la promotion de cet art ne faiblissait pas. La nuit de la danse était bien plus qu'un simple spectacle, c'était une célébration de la passion, du dévouement et de l'unité au sein de notre communauté de danseurs. Malgré les défis et les difficultés, nous étions prêts à donner le meilleur de nous-mêmes pour que cette soirée reste un moment inoubliable pour tous les amoureux de la danse à Vichy. À un moment donné, j'ai ressenti le besoin de m'éloigner de Pascalou, individu avec lequel je n'étais plus en phase pour des raisons qui ne correspondaient plus à mes valeurs. J'ai partagé ce désir avec mon entourage, notamment avec une personne qui se trouvait être la première adjointe de Madame le maire, que j'appellerai Paul. Je lui ai expliqué mon souhait de créer une association de danse de salon indépendante. Elle m'a répondu, je vais explorer les possibilités et je reviendrai vers toi avec des informations. 2 ou 3 semaines plus tard, Paul m'a recontacté pour me faire part de ses démarches. Elle avait discuté de ma demande avec Madame le maire et le conseil municipal, et ils étaient disposés à mettre à ma disposition une salle. Cependant, cette salle ne serait disponible que le lundi soir, et malheureusement, elle ne disposait pas du matériel de sonorisation nécessaire. Je suis immédiatement passé à l'action. J'ai pris contact avec mon ami Dominique, qui avait en sa possession un amplificateur ainsi que 2 enceintes anciennes. Avec enthousiasme, il m'a prêté ce matériel. Cependant, il me restait encore une étape à franchir, acquérir un ordinateur, alors j'ai donc décidé d'en acheter un neuf. De plus, il me fallait une variété de musique pour nos cours de danse. Pour cela, j'ai consulté Internet, où j'ai pu trouver la musique dont j'avais besoin et effectuer mes enregistrements. Par la suite, j'ai pris contact avec plusieurs personnes et j'ai organisé une réunion à la salle des fêtes, une dizaine de personnes se sont présentées. Ensemble, nous avons tout partagé notre désir commun de créer une association dédiée à la danse de salon. La première étape consistait à trouver un nom pour cette association. C'est un monsieur qui deviendra plus tard le premier président de notre groupe, que j'appellerai Pierry, qui a eu la brillante idée de lui donner un nom qui symbolisait une amicale d'amis, avec toutes les valeurs d'amitié et de convivialité que cela implique. Ensuite, nous avons procédé à l'élection du bureau.
Pierry a été élu président, Jacqueline a pris le rôle de secrétaire, et Gilles est devenu trésorier. Nous avons également désigné une vice-présidente, vice-secrétaire, et vice-trésorier. Quant à moi, j'ai accepté la responsabilité et le rôle d'animateur des soirées dansantes. L'association a officiellement vu le jour en septembre 2005, ce qui a nécessité de nombreuses démarches administratives pour la mettre en place. Tous les lundis soirs, au cours de ces premières années, de 20h à 22h, nous nous rassemblions à la salle des fêtes pour danser. Ces soirées étaient un véritable plaisir, une occasion de se retrouver chaque semaine. Au début, notre groupe n'était pas très important, mais il régnait une complicité entre nous qui était des plus agréables. J'apprenais quelques danses en ligne en regardant les vidéos sur mon écran d'ordinateur, puis je les enseignais à tous pour que nous puissions les apprendre ensemble. C'est ainsi que cette merveilleuse association a pris son envol. Chaque lundi, nous devions transporter le matériel de danse, puis le remettre en place après la soirée. C'était un travail conséquent, chaque semaine, je préparais un nouveau répertoire musical pour 2 heures de danse. Bien que cela me prenne un peu de temps, c'était devenu un plaisir. En peu de temps, nous avons attiré de plus en plus de membres. Cependant, nos statuts exigeaient que les participants viennent en couple ou accompagnés, et nous n'acceptions pas les personnes seules. Malgré cette restriction, nous sommes rapidement passés à 40 adhérents. Le droit d'entrée était fixé à 20 €, et la cotisation annuelle à 15 €. Au cours des premières années, en dehors de nos séances du lundi, nous n'avons pas organisé d'événements particuliers. Puis un jour, Madame le maire et le conseil municipal nous ont informés de leur intention de construire une nouvelle salle des fêtes et de la mettre à notre disposition. Ce fut une immense joie pour nous, et en mai 2009, nous avons pris possession de cette nouvelle salle qui s'appelait salle récréative. J'avais une forte envie de marquer cet événement par quelque chose d'exceptionnel. J'en ai discuté avec notre président, et après avoir longuement réfléchi à la meilleure façon de le célébrer, nous avons décidé d'organiser un grand bal pour son inauguration. Ce passage relate la création de l'association de danse de salon, ainsi que son développement au fil des années. L'association a été créée en réaction à la désapprobation des pratiques de Pascalou, et elle est devenue un lieu de rassemblement pour les amateurs de danse de la région. L'acquisition de la nouvelle salle récréative en mai 2009 a été une source de grande joie pour l'association. Pour marquer cette occasion spéciale, l'animateur des soirées dansantes et le président ont décidé d'organiser un grand bal d'inauguration. Cette décision reflète leur désir de faire de cet événement quelque chose de mémorable et de festif pour tous les membres de l'association et les amateurs de danse de la localité. L'organisation d'un grand bal pour l'inauguration de la salle récréative montre l'importance de cette nouvelle acquisition pour l'association et la communauté locale. C'était une manière de célébrer ce nouveau chapitre de l'histoire de ce groupe, et de montrer leur gratitude envers la mairie pour avoir mis cette salle à leur disposition. Ce bal d'inauguration a probablement été un événement très attendu par les membres de l'association et a contribué à renforcer les liens au sein de la communauté de danseurs. Il a également permis de partager la passion de la danse avec un public plus large, créant ainsi un moment de joie et de convivialité pour tous les participants. Le bal d'inauguration mémorable. Le mois de septembre 2009 marqua un tournant significatif dans l'histoire de l'association. Avec l'inauguration de la nouvelle salle récréative, nous avons décidé de célébrer cet événement de manière mémorable en organisant ce grand bal. Animé par un orchestre exceptionnel, il s'est avéré être un succès retentissant, réunissant environ 250 danseurs passionnés sur la piste de danse. La salle récréative a été transformée comme jamais auparavant. Nous avons consacré des heures à la décoration, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Des guirlandes lumineuses scintillaient au plafond, des nappes élégantes agrémentées de magnifiques bouquets de fleurs, les tarifs des boissons sur feuillets décorés ornaient les tables, enfin, chaque coin de la salle était enjolivé. L'ambiance était à la fois festive et élégante, créant le cadre parfait pour une soirée de danse inoubliable. Tombola pleine de surprises. Pour ajouter à l'excitation de la soirée, nous avons organisé avec les tickets d'entrée une tombola pour nos invités. Les lots étaient variés et attrayants, avec des plantes pour les dames, de bonnes bouteilles pour les messieurs, et même 2 places gratuites pour le prochain bal.
Les sourires étaient contagieux lorsque le nom des gagnants était annoncé, et les récompenses ont ajouté une touche spéciale à la soirée. À la fin de la soirée, plusieurs danseurs sont repartis avec plus que des souvenirs dans leur cœur. Ils ont eu la chance d'emporter chez eux les décorations de la salle, y compris les magnifiques bouquets de fleurs. Ces souvenirs physiques ont permis à nos invités de conserver une partie de cette soirée spéciale. Un succès au-delà des finances. Sur le plan financier, le bal d'inauguration n'a peut-être pas été une grande réussite, mais il a rempli nos cœurs de joie et de satisfaction. Après avoir couvert toutes les charges, il ne nous restait qu'un petit bénéfice, mais ce qui compte le plus, c'est que cette soirée ait créé des souvenirs inestimables et renforcé les liens au sein de notre groupe de danseurs. Le bal d'inauguration de la salle récréative restera gravé dans notre mémoire comme un moment exceptionnel de notre histoire. Il a symbolisé notre engagement envers la danse, notre dévouement envers notre association, et notre passion partagée pour cet art. Cette soirée a été bien plus qu'une simple célébration, elle a été une manifestation de l'amitié et de la convivialité. À la fin de cette journée exceptionnelle, toute l'équipe dirigeante de l'association, accompagnée de nos adhérents bénévoles, se mobilisait pour restituer la salle récréative dans l'état impeccable où nous l'avions trouvée, comme une marque de respect envers la mairie qui nous l'avait gracieusement prêtée. La solidarité qui caractérisait notre groupe était palpable, et même après une longue soirée de danse et de festivités, nous mettions tout en œuvre pour assurer que tout soit parfait. Un moment de convivialité. Après les dernières touches de nettoyage et de rangement, il était temps de se détendre et de partager un moment de convivialité bien mérité. Nous organisions un petit apéritif pour tous les bénévoles, marquant ainsi la fin de cette journée inoubliable. Le président prit la parole pour exprimer ses remerciements à tous les bénévoles, saluant leur dévouement et leur courage. Les rires et les sourires étaient de mise alors que nous nous remémorions les moments forts du bal d'inauguration. Un dîner en l'honneur des artistes. Mais la soirée n'était pas encore terminée. Pour exprimer notre gratitude envers l'orchestre qui avait animé la piste de danse de manière si magistrale, nous avions réservé une place spéciale dans nos cœurs et dans nos festivités. Nous avons invité l'ensemble de l'orchestre à dîner avec nous, leur offrant ainsi un moment de détente après leur prestation. Le dîner était l'occasion idéale pour échanger des anecdotes, partager des sourires et des conversations, et renforcer les liens entre les musiciens et les membres de l'association. Le retour au calme. Après une journée bien remplie et une soirée de danse endiablée, tout le monde était épuisé mais heureux. Les membres rentraient chez eux enivrés par les souvenirs de cette journée spéciale. La salle récréative retrouvait son calme, mais elle avait été le témoin d'une célébration de la danse et de la convivialité qui resterait gravée dans nos mémoires. C'était ainsi que le groupe poursuivait son voyage, avec un esprit de camaraderie et un engagement indéfectible envers la danse. Chaque événement, chaque bal, chaque moment passé ensemble renforçait notre détermination à faire vivre la passion de la danse dans notre communauté. Et à travers tout cela, nous gardions en mémoire que notre succès reposait sur le travail acharné, la dévotion et l'unité qui nous caractérisaient. Malgré les défis rencontrés dans cette aventure, cela nous motivait à persévérer les années suivantes. Nous organisions pour la Saint-Valentin un bal réservé aux danseurs et leurs proches. Jean assurait l'organisation ainsi que l'animation avec un répertoire similaire à celui d'un orchestre. Puis au fil du temps, chaque année nous avons mis en place 2 bals, un en février pour célébrer la Saint-Valentin, et un autre en novembre. Les amateurs de danse avaient pris l'habitude de réserver leur place avec empressement pour nos futurs bals, cette fois, animés par des orchestres professionnels. En plus de nos bals annuels qui rythmaient la vie de l'association, nous avions aussi pour coutume d'organiser des voyages pour les adhérents, ouvrant ainsi la porte à des aventures inoubliables. Chaque année, nous cherchions à explorer de nouveaux horizons, que ce soit en Espagne, en Croatie, à Rocamadour, ou lors d'une paisible sortie en péniche sur les canaux de la Loire, agrémentée d'un repas dansant. Ces escapades étaient bien plus que de simples voyages, elles étaient le reflet de notre passion pour la danse et notre désir de créer des souvenirs impérissables. L'Espagne en dansant. L'Espagne était l'une de nos destinations favorites. Sa particularité, les hôtels proposaient des soirées dansantes gratuites chaque soir de la semaine. Là-bas, nous découvrions la vivacité du flamenco, nous nous imprégnions de la culture espagnole, et nous dansions jusqu'au bout de la nuit dans des endroits exotiques. Les ruelles étroites de Séville résonnaient de nos pas,
tandis que les rythmes envoûtants de la musique espagnole nous emportaient dans une danse passionnée. À Rosa, à moins d'une heure de voiture de Perpignan, Rose prononcée Rosa en catalan déploie ses charmes de destination familiale et sportive. Située sur la Costa Brava, cette station balnéaire fait partie, depuis 2011, du réseau des plus belles baies du monde. S'ouvrant entre le cap de Creux et le massif du Mont-Géry, sa baie s'étend sur 15 km de long, 18 km à l'intérieur et 7 km de profondeur. Les communes de Rose, Castello d'Empúries, Santpere-Pescador et l'Escala s'alignent tout au long de cette baie. Encore relativement préservées des affres du béton, les plages de Rosa présentent des eaux peu profondes, idéales pour les familles et pour pratiquer les sports de voile. Comme jeunes et moins jeunes ont tendance à se lasser et à passer des journées entières à bronzer, la tendance est donc aux vacances actives. À vous de choisir. La vieille ville de Peñíscola a. La vieille ville de Peñíscola a beaucoup de charme à dévoiler, comme le château de Papaluna, qui est le point central de la ville et une destination à ne pas manquer. Une promenade dans ces rues étroites, escarpées et décorées est fortement recommandée afin de pouvoir visiter les lieux tels que le Bufador, le petit musée, l'aquarium et d'autres sites historiques. Vous pouvez également profiter d'une vue surprenante sur la forteresse et la falaise. Cantabrie. Cantabrie, on a souvent du mal à situer l'endroit sur une carte. Pourtant, cette région du nord-ouest de l'Espagne, entre Biscaye et Asturies, est traversée par un itinéraire de Saint-Jacques-de-Compostelle bien connu, le chemin côtier. En espagnol Camino del Norte, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au départ du Pays Basque, il traverse la Cantabrie, les Asturies et la Galice, en longeant l'Atlantique. Au programme, des paysages magnifiques. L'exotisme de la Croatie. La Croatie nous offrait une toute autre expérience. Ses côtes pittoresques, ses plages idylliques et ses villes historiques nous permettaient de nous émerveiller devant la beauté de ce pays. Les danses traditionnelles croates nous faisaient découvrir une nouvelle facette de la danse, tandis que nous admirions les magnifiques paysages côtiers. Rocamadour, un joyau médiéval. Rocamadour, ce joyau médiéval niché dans les falaises, était une destination unique en son genre. Nos pas de danse résonnaient dans ce lieu chargé d'histoire, et la magie de l'endroit s'ajoutait à notre expérience. La fusion de la danse avec le patrimoine culturel était un moment inoubliable. Naviguer en musique. La sortie en péniche sur les canaux, avec un repas dansant à bord, était une expérience paisible et mémorable. Les eaux calmes, les paysages verdoyants, et la musique entraînante créaient une atmosphère relaxante et festive à la fois. C'était l'occasion parfaite de danser tout en profitant de la sérénité des canaux. L'Europe del Mar, la douceur méditerranéenne. Besalú, cité médiévale, joyau du Moyen-Âge, l'Europe del Mar, cette station balnéaire est l'une des destinations de vacances les plus prisées de la Costa Brava, réputée pour ses belles plages, ses boutiques, ses jardins, son château surplombant la côte découpée de la mer, les couleurs intenses de son église majestueuse, ses sentiers côtiers offrant de magnifiques promenades. À quelques kilomètres nous avons également visité le village de Besalú qui offre des édifices médiévaux authentiques de toute beauté. L'un des symboles les plus emblématiques est le pont médiéval en pierre qui enjambe le fleuve et facilite l'accès au village, un village inédit au temps du Moyen Âge. Ces voyages étaient plus que de simples escapades, ils étaient le reflet de notre engagement envers la danse, notre désir d'explorer le monde tout en partageant notre passion avec nos amis. Chaque destination avait sa propre magie, et chaque voyage nous permettait de créer des souvenirs inestimables, renforçant ainsi notre attachement à la danse. Nous avions également instauré divers petits rituels festifs fort appréciés de tous, des soirées propices pour célébrer les fêtes traditionnelles ainsi que la clôture annuelle de notre saison dansante. L'arrivée de Noël. Noël, la dernière séance précédant les vacances de Noël, nous avons instauré une petite dégustation de chocolats et diverses friandises de Noël. Installé dans un coin de la salle, le grand sapin scintillait de mille éclats et semblait clignoter harmonieusement au son de la musique. Certains de nos adhérents avaient eu la sublime idée de se déguiser en Père et Mère Noël, d'autres arrivaient coiffés du traditionnel bonnet lumineux rouge et blanc. L'ambiance de fête était déjà au rendez-vous, une façon originale d'entrer dans la magie de Noël. La magie de la galette des rois. Chaque année, dès le début du mois de janvier, l'association avait une tradition bien à elle pour accueillir la nouvelle année, la célébration de la galette des rois.
C'était un événement particulièrement attendu et chéri, une occasion de se réunir en toute convivialité pour s'engager dans la nouvelle année et partager un moment inoubliable. Une galette régionale, source de gourmandise. Le clou de cette soirée était bien sûr la dégustation de la galette des rois, une délicieuse création de la pâtisserie locale. La galette était servie encore chaude, ses arômes enivrants se mêlant aux rires et aux conversations. À chaque bouchée, nous découvrions le plaisir gustatif de la pâte feuilletée croustillante garnie d'une onctueuse frangipane. Chacun espérait secrètement devenir le roi ou la reine de la soirée en découvrant la fève cachée à l'intérieur de sa part. La galette des rois n'était pas seule à trôner sur nos tables. Elle était accompagnée d'un assortiment de chocolats exquis, de clémentines juteuses et parfumées, de papillotes aux saveurs variées, ainsi que de boissons pétillantes comme le crément et le rosé. Ce festin gourmand réunissait tous les plaisirs de la saison hivernale, créant une expérience goûteuse inoubliable. Après avoir savouré ce festin royal, la soirée se poursuivait dans une ambiance enjouée. Une myriade de musiques nous entraînait sur la piste de danse, où nous pouvions exprimer notre joie en dansant. Les notes de musique se mêlaient aux éclats de rire et aux conversations animées, créant une atmosphère festive et chaleureuse. Un moment inoubliable. La galette des rois, plus qu'un simple repas, c'était une tradition qui réunissait les membres de l'association dans la joie et la camaraderie pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année. C'était un moment où nous partagions notre amour de la danse et de la vie, où nous savourions les plaisirs gustatifs de la saison, et où nous nous créions des souvenirs inoubliables. Chaleur de notre communauté, de renforcer nos liens et de nous rappeler que, dans la danse et dans la vie, il y avait toujours de la place pour la gourmandise et la convivialité. La magie de la soirée Mardi Gras. Chaque année, au mois de février, nous organisions avec entrain notre soirée Mardi Gras, un événement qui devenait rapidement un moment phare de l'année pour l'association. C'était l'occasion de laisser libre cours à notre créativité et de nous immerger dans l'univers enjoué et coloré de cette tradition festive. Nos cœurs se remplissaient de joie à l'idée de nous déguiser, de danser sans retenue, et de célébrer la vie. Cette soirée déguisée était bien plus qu'une simple fête. C'était un défilé de créativité et d'ingéniosité. Chaque année, les déguisements se perfectionnaient et montaient en qualité. Des costumes flamboyants, des masques élaborés, et des accessoires audacieux faisaient partie intégrante de cette soirée. Nous rivalisions d'originalité pour nous métamorphoser en personnages aussi divers que des super-héros, des stars du cinéma, des créatures fantastiques, et bien d'autres encore. L'atmosphère était électrique, chaque détail des costumes révélant l'effort et la passion que chacun avait investi dans sa transformation. La soirée Mardi Gras était aussi une nuit de danse ininterrompue. Les rythmes endiablés nous emportaient sur la piste de danse, et nos déguisements extravagants ajoutaient une dimension unique à nos mouvements. C'était le moment où la danse et l'expression artistique se mariaient dans une célébration joyeuse de la vie et de la créativité. Les sourires étaient contagieux, l'énergie était palpitante, et l'esprit de camaraderie qui nous unissait était plus fort que jamais. Une tradition qui s'embellit. Année après année, cette soirée Mardi Gras devenait une tradition chérie. Chacun attendait avec impatience le mois de février pour se plonger dans cette atmosphère unique et enchanteresse. Les déguisements devenaient de plus en plus élaborés, les danses de plus en plus entraînantes, et les souvenirs de chaque soirée se gravaient dans nos mémoires de façon indélébile. La soirée Mardi Gras était un rappel de l'importance de la joie, de la créativité, et du partage au sein de notre communauté de danseurs. Elle nous permettait de nous échapper du quotidien, de nous transformer en personnages de rêve, et de danser jusqu'au bout de la nuit. C'était un moment précieux où nous embrassions la vie avec enthousiasme en célébrant l'art de la danse dans toute sa splendeur. Les repas dansants, une tradition à part. Nous avions à cœur de célébrer la danse et l'amitié tout au long de l'année, et pour cela, l'association organisait environ 2 fois par an un repas dansant, des événements qui se déroulaient dans des lieux tout différents les uns des autres. Aussi l'association avait décidé d'attribuer une participation financière pour les repas afin d'alléger le coût pour chaque adhérent et permettre à chacun d'y participer. Ces repas étaient plus que des occasions de se retrouver pour partager un bon déjeuner et danser, ils étaient le reflet de notre engagement envers la convivialité et la joie du partage. Les menus personnalisés pour les repas dansants. L'un des aspects les plus agréables de l'organisation des repas dansants était la création de menus personnalisés.
Et c'était une nouvelle opportunité de laisser libre cours à la créativité et de susciter les papilles des convives. Une touche personnelle. Outre la liste des mets, les menus étaient une véritable œuvre d'art culinaire. J'ai pris plaisir à concevoir des menus qui allaient au-delà de l'aspect pratique. Chaque repas était l'occasion de créer une expérience visuelle unique pour nos adhérents. Une présentation soignée. La présentation des menus était tout aussi importante que le contenu. Chaque menu était imprimé sur un papier de qualité et décoré avec goût. Déposé harmonieusement sur les tables, il devenait ainsi un élément décoratif à part entière. Pour les sens. Les menus personnalisés n'étaient pas seulement visuellement attrayants, ils stimulaient également les sens gustatifs. Les convives étaient avides de découvrir les délices qui les attendaient et de déguster des plats spécialement préparés pour l'occasion. Un engagement envers l'excellence. La création de menus personnalisés était un exemple de l'engagement de l'association envers l'excellence. Chaque repas dansant était une occasion de surprendre et de ravir nos adhérents, et les menus faisaient partie intégrante de cette expérience. La personnalisation des menus pour nos repas dansants était pour l'association l'une des nombreuses façons de se démarquer, offrant à ses adhérents une expérience exceptionnelle. C'était une manière de marquer chaque repas d'une touche unique et de rendre chaque événement encore plus spécial. La créativité et l'attention aux détails étaient au cœur de cette tradition, et elle continuait à susciter l'enthousiasme de tous les convives à chaque repas dansant. Des lieux d'exception. Chaque repas dansant était organisé dans un lieu soigneusement choisi pour son charme et son ambiance unique. Nous avons dansé dans des salles de réception élégantes, des jardins en plein air, bateaux de croisière pittoresques, et bien d'autres endroits encore. Chacun de ces lieux dansants ajoutait une touche spéciale, créant ainsi des souvenirs mémorables. Malgré les fonds réunis lors de nos bals annuels, ces événements impliquaient des coûts importants pour l'association. Afin d'assurer la réussite de chaque repas dansant et d'éviter les désistements de dernière minute, nous avons pris une décision importante, nous avons demandé à nos membres de s'engager financièrement en versant une participation de 10 € lors de leur inscription. Cette contribution symbolisait leur engagement envers l'événement et permettait à l'association de planifier en toute confiance. L'engagement financier des participants était une manière pour eux de montrer leur détermination à participer pleinement à l'événement. Cela renforçait le sentiment d'appartenance à l'association et créait une atmosphère de confiance. Les fonds ainsi collectés étaient utilisés pour couvrir les coûts liés au repas, à la musique, et à la location de l'espace, garantissant ainsi le succès de nos repas dansants. C'était l'occasion de vivre des moments d'amitié, de danse et de joie partagée. Ils étaient le reflet de notre investissement à faire de chaque événement une expérience inoubliable. Grâce à l'engagement d'amitié de nos membres, nous pouvions continuer à danser et à célébrer la vie dans des lieux extraordinaires, tout en renforçant les liens au sein de notre groupe de danseurs. La clôture annuelle en danse et en convivialité. Chaque année, fin juin, pour clore l'exercice de notre activité, nous organisions un petit mangement dansant. C'était un événement particulièrement significatif qui permettait à tous les adhérents de se réunir une dernière fois, soit dans notre salle récréative, soit en plein air lorsque les conditions météorologiques le permettaient. Ce moment revêtait une importance particulière, car il nous donnait l'occasion de nous remémorer les moments exceptionnels que nous avions partagés tout au long de l'année, tout en stimulant notre créativité pour l'année à venir. Ce repas dînatoire et dansant était bien plus qu'une simple célébration de la fin de l'année. Chacun confectionnait des plats salés, sucrés, ou des pâtisseries. Nous nous replongions dans les souvenirs des bals, des voyages, des soirées à thème, et de tous les instants de danse et de convivialité qui avaient marqué notre parcours. C'était un voyage émotionnel qui renforçait notre attachement et le plaisir de se revoir après les vacances. Cette soirée stimulait notre créativité et nos aspirations pour l'année suivante. Au fil des conversations et des rires partagés autour des tables, de nouvelles idées germaient pour enrichir nos futures activités. Que ce soit l'organisation de soirées thématiques, la planification de voyages encore plus mémorables, ou la création de nouveaux événements, l'enthousiasme était à l'honneur. C'était un moment propice à l'échange d'idées et au renouvellement de notre engagement envers la danse. L'évolution constante. Depuis sa création en 2005, l'association n'a jamais cessé de progresser et de s'améliorer sous la direction dévouée du président et de son équipe.
L'engagement envers l'association et la passion pour la danse ont constamment alimenté notre désir d'innover et de faire avancer notre mission. Parmi les nombreuses initiatives prises au fil des années, la création d'un site internet en 2010 et l'installation de tableaux d'affichage pour les inscriptions aux manifestations et l'information des événements envisagés, ce qui fut fort apprécié partout. L'avènement du site internet de l'association. En 2010, l'association franchissait une étape importante en créant son propre site internet, une présence en ligne accessible pour tous, un visuel de nos activités ouvert au monde extérieur. Il devenait le point de rendez-vous virtuel pour l'ensemble des danseurs, offrant des informations sur nos activités, nos événements, nos photos, et plus encore. Il permettait à nos membres de rester informés et connectés, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à l'association. Ce site était le reflet de notre engagement envers la transparence et la communication au sein de l'association. L'ingéniosité de Maurizio et la préparation assidue. L'installation de tableaux d'affichage pour les inscriptions aux manifestations était également un moment marquant de notre histoire. Ces tableaux, conçus et fabriqués par notre dévoué Maurizio, étaient un exemple de l'ingéniosité et de l'effort collectif de tous. Chaque semaine, les fiches d'inscription étaient préparées avec soin et affichées sur les tableaux avant le début de la séance du soir. Cela permettait à nos adhérents de s'inscrire facilement aux événements à venir, renforçant ainsi leur implication dans notre association. Prêt pour chaque séance. La préparation assidue était une caractéristique de notre engagement envers la danse. Chaque lundi, je préparais notre répertoire musical et soigneusement organisé et prêt à être joué dès le début de la séance. Les tableaux d'affichage étaient installés, les portants étaient en place pour que nos adhérents puissent y déposer leurs vêtements en toute commodité. Tout était pensé pour que nos séances se déroulent sans accroc, dans une ambiance chaleureuse et propice à la danse. Un président d'honneur, un mentor précieux. Au fil des années, j'ai eu la chance de développer une relation exceptionnelle avec le premier président, devenu ensuite notre président d'honneur. Pour moi, il est bien plus qu'un titre honorifique, il est mon mentor, une source inestimable de conseils, d'inspiration et d'encouragement dans ma propre aventure en tant que membre actif de l'association. Une relation bâtie sur la confiance et le respect. Notre relation est née de la confiance mutuelle et du respect réciproque. Dès les premiers jours de mon implication dans le groupe, notre président d'honneur a été un modèle d'engagement et de dévouement envers la danse et l'association. Sa sagesse et son expérience m'ont immédiatement impressionné, et j'ai rapidement compris que j'avais beaucoup à apprendre de lui. Un mentor en danse et en leadership. Au-delà de sa maîtrise de la danse, notre président d'honneur m'a enseigné des leçons inestimables en matière de leadership, de gestion d'équipe et de résolution de problèmes. Il m'a montré comment prendre des décisions éclairées pour l'association, comment inspirer les membres et comment naviguer avec succès dans les hauts et les bas de la vie associative. Un soutien indéfectible. Mais ce qui rend notre relation si spéciale, c'est son soutien indéfectible. En tant que mentor, il n'a jamais hésité à partager son expertise et ses conseils, à répondre à mes questions, et à m'encourager à suivre mes propres aspirations au sein de l'association. Sa présence bienveillante a été une source d'inspiration et de confiance dans mon rôle au sein de l'association. Une amitié qui grandit. Au fil des années, notre relation a évolué pour devenir une amitié profonde et durable. Nous avons partagé bien plus que notre passion pour la danse, instaurant avec son épouse des liens chaleureux au sein de ma vie familiale, nous partagions des valeurs communes, des souvenirs précieux et une compréhension mutuelle. Notre président d'honneur est devenu un ami cher, un confident et un modèle de ce que signifie être un leader et un membre engagé au sein de notre association. Un mentor qui laisse une trace indélébile. La présence de notre président d'honneur a laissé une trace indélébile dans mon parcours. Son influence positive continue de m'inspirer à chaque étape de ma propre implication, et je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de grandir à ses côtés en tant que danseur, leader et ami. Toutes les personnes de l'association lui ont toujours témoigné leur considération en le traitant avec égards particuliers qui ne se sont pas toujours avérés envers moi pour le respect de ma vie privée, déblatérant avec dérision. Sa contribution à notre association est inestimable, et sa sagesse continue de guider notre association vers de nouveaux horizons. Les changements au fil des années.
Au cours de ces 16 années d'activité, l'association a traversé diverses évolutions au sein de mon équipe et des adhérents. Ces changements étaient inévitables et reflétaient la nature dynamique d'une association en croissance. Certains membres ont choisi de quitter l'association pour des raisons personnelles, d'autres ont quitté la direction en raison de divergences de gestion, tandis que d'autres encore ont pris des chemins différents en raison de la nature humaine complexe et des relations de la vie privée. Les départs pour raisons personnelles. Bien que nous ayons regretté leur départ, nous avons toujours compris que la vie était pleine de défis et de changements. Ces changements, bien que parfois difficiles, étaient en fin de compte une partie naturelle de l'évolution de l'association. Chaque départ a ouvert la porte à de nouveaux arrivants, de nouvelles idées et de nouvelles perspectives, ce qui a enrichi notre association. Les relations humaines complexes. Parfois les relations humaines ont joué un rôle dans les départs de certains membres. Comme dans toute grande famille, il peut y avoir des désaccords, des conflits ou simplement un manque d'affinité personnelle entre certains individus. Dans ces situations, il était parfois préférable pour toutes les parties de suivre des chemins différents pour maintenir une atmosphère harmonieuse au sein de l'association. D'autant que les règlements de compte personnels se sont succédés telle cette lettre anonyme envoyée à chaque membre du bureau, comment ne pas réagir? Copie, lettre anonyme envoyée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du bureau. Suite à la réunion de ce jeudi, Assemblée Générale, nous sommes un certain nombre à nous offusquer de voir que chaque année vous vous servez de ce moment pour régler vos comptes personnels avec telle ou telle personne. L'année passée nous avions tout bien compris que vous assassiniez votre ex-épouse, mais cette année de qui s'agit-il? Allez-vous donner leur nom comme vous l'avez fait il y a un an pour ceux qui n'avaient pas compris? Il est tout à fait insupportable pour toute personne normalement constituée intellectuellement, psychologiquement et moralement de rester témoin silencieux de vos propos. Il est clair que, depuis quelques années maintenant, la moralité de cette association est devenue délétère, et particulièrement hypocrite, nous pensons que vous dépassez les limites du tolérable. Comment pouvez-vous, Madame la Secrétaire, lire ce document écrit par votre président sans y apporter des corrections, car tout n'est pas clair dans sa manière de dire les choses. Enfin ne voyez-vous pas qu'il vous manipule? On aurait pu penser qu'une personne qui fréquente notre Église demeure impartiale, juste et réfléchie. Or vous avez prouvé exactement le contraire. Êtes-vous capable de réfléchir seul? Nous espérons que les autres membres du bureau vont enfin se réveiller. Est-il bien légal de pratiquer l'élection du président à main levée? Nous ne le pensons pas. Faut-il saisir les instances compétentes pour tout annuler et refaire une véritable élection? Sachez que c'est possible. Les comptes sont-ils réellement ceux que vous annoncez rapidement? De surcroît, ce président a le toupet de se plaindre qu'il est bénévole depuis la création de l'association, il oublie de dire qu'il dirige comme s'il était patron, or une association ne se dirige pas comme une entreprise. D'autre part vous dites, cher président, que vous ne voulez pas consacrer votre lundi entier à préparer la musique pour 6 personnes. Vous vous foutez de nous. Jamais il n'y a eu moins de 50 personnes les lundis, et si après toutes ces années il vous faut un lundi entier pour préparer la musique, alors vous n'êtes vraiment pas doué, depuis le temps que vous faites ça et que vous vous vantez. Vous avez un sérieux problème président et vous aussi mesdames et messieurs les membres du bureau. Il y a des gens qui aimeraient partager leurs idées, mais vous ne voulez surtout pas écouter. Vous devriez nommer votre association danse narcissique, ou danse hypocrite ou encore danse despotique. Cette année nous allons continuer de venir et nous allons bien noter toutes les anomalies susceptibles de faire cesser cette association dans ces conditions. Avant il y avait, écoute, attention, délicatesse, mais c'était avant. Il vous faut savoir que si nous sommes venus, dans votre association c'est bien parce que vous nous en avez vanté les mérites existants il y a encore 2 voire 3 ans. Aujourd'hui vous avez bien changé. À bon entendeur salut. Un groupe de râleurs dont vous n'avez rien à faire. Un torchon d'insultes gratuites. Cela met en lumière la mentalité d'un petit groupe au sein de notre association, caractérisée par une attitude dépourvue de réflexion intelligente, ce qui remet en question leur légitimité à être membre de cette association. L'épisode du site internet et sa destruction. Il est important de noter qu'au cours de cette période tumultueuse, certains ont fait le choix de se ranger du côté de mon ex-partenaire.
Une ex qui, dans un moment de ressentiment, après notre séparation, a choisi de se venger en piratant à 3 reprises le site internet que nous avions construit. Elle seule détenait le mot de passe du login, et c'est par ce biais qu'elle avait eu accès au rouage de notre précieux site web. Ces actes malveillants avaient jeté une ombre sur notre association et semé la confusion parmi nos adhérents et amis. Les membres de l'équipe, déjà fragilisés par les dissensions internes, se sont trouvés confrontés à une situation complexe, ne sachant pas comment réagir face à ces attaques. Le piratage du site internet était un rappel brutal des rivalités et des blessures du passé, un rappel que, même au sein d'une association fondée sur l'amour de la danse, des tensions personnelles et des rancunes pouvaient surgir pour perturber l'harmonie apparente de ce triste épisode de l'association. Quel personnage immonde peut ainsi avoir cette attitude méprisable? Les défis des voyages organisés. Organiser des voyages était une expérience passionnante et gratifiante, mais elle ne manquait pas de défis. Parmi ceux-ci, il y avait parfois des comportements inattendus de la part de certains participants. Nos voyages étaient soigneusement planifiés, avec un forfait tout compris, ce qui signifiait que tous les repas et les activités étaient prévus. Cependant, il arrivait que certains membres décident de prendre des initiatives personnelles qui allaient à l'encontre des règles de l'établissement. La dérive d'un membre indiscipliné. Un incident en particulier a marqué notre expérience de voyage. Un jour, alors que nous déjeunions, j'ai été appelé par la direction de l'établissement hôtelier ainsi que la personne chargée de nos voyages. Nous avons été surpris d'apprendre qu'un de nos adhérents avait quitté la salle à manger emportant dans son sac à dos des fruits et d'autres provisions pour son après-midi ou sa soirée dans sa chambre. Cette conduite était strictement interdite par le règlement de l'hôtel, et cela nous a pris au dépourvu. Un comportement inexplicable. Ce qui rendait cette situation encore plus délicate, c'est que cette personne n'était absolument pas dans le besoin. Chez lui, cela semblait être une habitude naturelle et normale, mais dans le cadre de notre voyage organisé, c'était contraire aux règles et aux normes de l'établissement. Nous avons immédiatement présenté nos excuses à la direction de l'hôtel pour cet incident et nous nous sommes rendus vers cet adhérent pour discuter de la situation. Des questions et des doutes. Ce comportement nous a laissés perplexes et nous nous sommes posé des questions sur la façon de gérer ce genre de situation à l'avenir. Devrions-nous réfléchir à de nouvelles règles pour nos voyages? Devrions-nous informer plus clairement nos membres des attentes en matière de comportement lors de nos voyages? Ces questions ont soulevé des doutes quant à la poursuite de nos voyages organisés. La quête d'un équilibre. Trouver un équilibre entre la liberté individuelle et le respect des règles et des normes de l'établissement était un défi constant dans l'organisation de nos voyages. Nous avons dû réfléchir à la meilleure manière de traiter ces problèmes tout en préservant l'expérience globale de nos voyages. Malgré ces défis, nous avons continué à proposer des voyages, en espérant que nos membres comprendraient l'importance de respecter les règles établies pour le bien de tous et en aucun cas, entacher l'image de notre association. L'éthique financière. Au fil des années, au sein de l'association, nous avons eu le plaisir d'accueillir des adhérents passionnés par la danse, la convivialité et le partage. Cependant, comme dans toute grande famille, il y avait des moments où l'éthique financière de certains adhérents pouvait être sujette à des comportements inattendus. Un soutien financier occasionnel. L'association avait l'habitude d'organiser des sorties, des voyages et des repas dansants, et elle était souvent prête à contribuer financièrement pour rendre ces événements plus accessibles à tous les adhérents. Cela reflétait notre désir d'inclure tous les membres, quelles que soient leurs ressources. La demande de remboursement. Cependant, il est arrivé que certains adhérents qui ne pouvaient pas participer à ces événements par des empêchements personnels demandent un remboursement équivalent au montant de la contribution de l'association. Cette situation a soulevé des questions éthiques et morales au sein de l'association. L'acceptation difficile. En tant que président, j'ai été confronté à un dilemme moral. D'une part, je voulais promouvoir l'inclusion et la solidarité au sein de l'association, en permettant à chacun de participer à nos activités. D'autre part, il était difficile d'accepter que des adhérents demandent un remboursement intégral des frais financés par l'association. Les vraies valeurs d'une association. Ces situations m'ont amené à réfléchir sur ce que signifiait vraiment être membre d'une association.
Les vraies valeurs d'une association, selon moi, reposaient sur le partage, la générosité, la solidarité et le respect des décisions prises collectivement. Les adhérents étaient invités à adhérer à ces principes, et cela faisait partie intégrante de l'esprit de l'association. L'éthique financière au sein de l'association était un sujet important qui illustrait notre engagement envers nos adhérents et nos valeurs en tant qu'association. Bien que nous ayons été confrontés à des comportements inattendus, nous avons cherché à préserver l'esprit de partage et de solidarité qui faisait du groupe un lieu de convivialité et de danse où chacun était le bienvenu, indépendamment de ses moyens financiers. C'était un rappel constant des véritables valeurs qui animent une association comme la nôtre. Les défis de la croissance. Sous ma mandature, nous avons connu une croissance impressionnante en termes d'adhésion. Nous sommes passés de quelques membres à un total de 110 adhérents, un chiffre qui témoignait de l'engouement et de l'intérêt pour notre association. Cependant, cette réussite n'était pas sans défi, et elle a mis en lumière certains dilemmes et désaccords au sein de notre équipe dirigeante. La croissance rapide de notre association était excitante, mais elle a également suscité des discussions internes sur la meilleure manière de gérer cette expansion. Au sein de l'équipe que je dirigeais, 2 personnes, que j'appellerai Gilles et Lee, avaient des réserves quant à l'augmentation du nombre d'adhérents. Ils pensaient que nous devrions maintenir notre adhésion à un niveau inférieur, ne dépassant pas 40 membres. En tant que responsable de l'association, il était de mon devoir d'écouter toutes les voix au sein de notre équipe dirigeante. C'était une partie essentielle de la gestion démocratique du groupe. Bien que je sois convaincu que la croissance de l'adhésion était bénéfique pour notre association, j'ai écouté les préoccupations du couple avec sérieux et respect. Le dilemme auquel nous étions confrontés était le suivant: devions-nous continuer à encourager la croissance de notre association, ce qui signifiait attirer de nouveaux membres et élargir notre communauté de danseurs, ou devions-nous limiter nos adhésions pour maintenir une certaine stabilité et intimité au sein du groupe? C'était une question difficile sans réponse évidente. Finalement, après des discussions approfondies au sein de notre équipe dirigeante, nous avons décidé de stabiliser notre adhésion à 110 membres. Cette décision a été prise dans un souci d'équilibre, en reconnaissant que la croissance trop rapide pouvait poser des défis en termes de gestion et de qualité de l'expérience pour nos membres existants. Frustration personnelle. Bien que je comprenais les raisons de cette décision et que je respectais les opinions de tous, j'avoue avoir ressenti une certaine frustration. J'étais convaincu que nous avions le potentiel d'attirer encore plus de passionnés de danse, mais j'ai accepté la nécessité de maintenir un équilibre pour le bien de notre association. Cette expérience m'a appris que la croissance n'est pas toujours linéaire, et que chaque décision au sein d'une association doit être pesée avec soin pour garantir que les valeurs fondamentales et l'expérience des membres restent intactes. La gestion d'une association prospère nécessite une prise de décision éclairée et une écoute attentive de toutes les personnes de l'équipe dirigeante. Les réticences du couple. Au sein du bureau, il était clair que ces personnes membres de l'équipe dirigeante avaient une démarche plus réservée et prudente en ce qui concerne la gestion de l'association. Leur approche était marquée par une certaine frilosité, et ils semblaient préférer laisser prendre les décisions importantes à leur place. Une attitude prudente. Le trésorier Gilles et la secrétaire adjointe Lee étaient des membres précieux de notre équipe dirigeante, apportant une grande expérience et une connaissance approfondie des rouages de l'association. Cependant, leur attitude prudente se manifestait souvent par une hésitation à prendre des décisions audacieuses ou à soutenir des initiatives de croissance rapide. La prudence susceptible. Madame Lee, l'épouse du trésorier de l'association, était une personne qui préférait éviter toute responsabilité au sein de l'association. Sa peur de faire l'objet de reproches ou de critiques l'incitait à décliner toute offre de responsabilité, qu'elle soit grande ou petite. Cependant, il était indéniable qu'elle jouait un rôle majeur en tant qu'aiguillon dans le fonctionnement de l'association, bien que cette influence ne soit pas toujours utilisée à bon escient. Une influence discrète mais déterminée. Madame avait la capacité de pousser les personnes dirigeantes de l'association à agir, souvent de manière subtile, mais parfois aussi de manière plus insistante. Elle n'était pas nécessairement une personne qui acceptait des rôles officiels au sein de l'association, mais elle exerçait une influence indirecte sur les décisions prises. L'épisode du voyage en Espagne.
Un exemple mémorable de l'influence de Madame Lee s'était produit lors de l'organisation d'un voyage en Espagne. Elle avait pris en charge la planification de ce voyage, et il se trouvait que ma compagne et moi étions sur place à ce moment-là. Nous avions profité de l'occasion pour vérifier l'emplacement de l'hôtel où les membres de l'association séjourneraient. Lorsque nous en avons informé Madame Lee, elle a mal réagi et mal interprété nos intentions. Elle avait pensé que notre action était motivée par un manque de confiance en elle et en sa capacité à organiser les voyages. Cette réaction l'avait poussée dans un état d'agacement, et elle avait annoncé qu'elle ne souhaitait plus s'occuper des voyages. J'avais tenté de lui expliquer que notre intention n'était pas de douter de ses compétences, mais plutôt de m'assurer en tant que président que tout se déroulait comme prévu. Une sensibilité prononcée. Madame Lee était une personne sensible, réagissant vivement au moindre signe de méfiance ou de désaccord. Bien que sa contribution soit indéniablement précieuse, il était parfois difficile de travailler avec elle en raison de cette sensibilité. Il était essentiel de communiquer clairement et de prendre en compte ses préoccupations pour maintenir une atmosphère harmonieuse au sein de l'association. Lee était un rappel constant de l'importance de trouver un équilibre entre l'influence positive qu'une personne peut exercer et la sensibilité des relations interpersonnelles. Son influence, bien que parfois complexe, était un facteur clé dans le fonctionnement. Cependant, il était également crucial de maintenir une communication ouverte et une compréhension mutuelle pour assurer que son rôle bénéfique ne soit pas entravé par des malentendus. Le besoin de recherche de consensus. Il était évident que les époux Gilles et Lee préféraient souvent que les autres membres de l'équipe prennent l'initiative de proposer et de défendre des décisions importantes. Ils semblaient se sentir plus à l'aise lorsqu'une décision était prise de manière consensuelle, évitant ainsi d'assumer la pleine responsabilité de ses choix. L'importance de la collaboration. Bien que leur approche prudente puisse parfois créer des tensions au sein de l'équipe dirigeante, il était important de reconnaître que chaque membre avait une contribution précieuse à apporter. Une voix réfléchie et une évaluation minutieuse des risques, ce qui pouvait aider à tempérer l'enthousiasme parfois débordant des autres membres. En fin de compte, la prise de décision était le résultat d'une collaboration entre les divers membres de l'équipe dirigeante, chacun apportant son propre point de vue et sa propre expertise. Les réticences rappelaient l'importance de trouver un équilibre entre l'audace et la prudence dans la gestion d'une association, et mon rôle en tant que responsable était de faciliter cette collaboration pour le bien de tous nos danseurs. Comme je l'ai évoqué, au cours de ces 16 années, divers membres se sont succédés au sein du bureau dirigeant. Pourtant, tout comme moi, cette dernière équipe au caractère affirmé a su contribuer à sa croissance et à l'évolution des activités. La démission inévitable. Après 16 années intenses et enrichissantes en tant que président de l'association et animateur, j'ai fini par réaliser que je ne me retrouvais plus dans une équipe qui montrait des signes de division et de désaccord croissants. Face à cette réalité, j'ai pris la décision sage et difficile de soumettre ma lettre de démission. Cependant, cette décision n'a pas été immédiatement acceptée par l'ensemble de mon équipe. Finalement, j'ai maintenu ma position et j'ai quitté mes fonctions après 16 années de loyaux services. Ma présidence au sein de cette association avait été une aventure incroyable, remplie de moments mémorables, de succès collectifs et de liens humains précieux. J'avais vu l'association grandir, évoluer et prospérer au fil des ans, et j'en étais fier. Cependant, il était devenu de plus en plus évident que l'harmonie au sein de l'équipe s'érodait. Le conflit qui grandissait. Les désaccords et les tensions au sein de l'équipe s'étaient progressivement intensifiés. Les divergences d'opinion sur la direction à prendre, et d'autres aspects clés de l'association étaient devenus monnaie courante. Cela commençait à avoir un impact sur notre efficacité et notre capacité à fonctionner comme une équipe unie. Face à ces défis grandissants, j'ai pris la décision difficile de soumettre ma lettre de démission. C'était un choix mûrement réfléchi, motivé par le désir de préserver l'intégrité de l'association et de lui permettre de continuer à croître. Cependant, ma décision n'a pas été totalement comprise. Bien que certains membres de l'équipe aient essayé de me convaincre de rester, je suis resté fidèle à ma décision. Après ces 16 années de dévouement et de service, il était temps pour moi de passer le relais. Ma démission était inévitable, et j'ai quitté la présidence avec le cœur lourd, mais avec la conviction que c'était la meilleure chose à faire pour l'avenir de l'association.
Ce récit reflète la fin d'un chapitre majeur de ma vie, marqué par des années de réussites et de défis au sein de mon groupe. Ma démission a été une décision difficile, mais elle était nécessaire pour préserver l'harmonie et la continuité de l'association. La Covid-19 avait jeté un voile d'incertitude sur l'avenir de l'association, mais l'association restait résolue à surmonter cet obstacle. L'histoire continuerait, avec l'espoir que la situation sanitaire s'améliorerait, permettant ainsi de poursuivre la transition et de maintenir vivante la passion de la danse qui avait animé l'association pendant tant d'années. Une étape déterminante. Cette assemblée générale extraordinaire devrait être une étape déterminante dans l'histoire de l'association. Elle déciderait du cap que l'association prendrait pour les mois et les années à venir. L'avenir de l'association reposait entre les mains de ses membres, et la réunion du 5 novembre 2020 serait le théâtre de décisions cruciales. Cruciale, la convocation à l'Assemblée générale extraordinaire en plein cœur de la transition au sein de cette équipe. J'avais pris une décision cruciale, convoquer une Assemblée générale extraordinaire, AGO. Datée du 18 octobre 2020, cette AGO était prévue pour le jeudi 5 novembre 2020 à 19 h. L'ordre du jour de cette AGO était des plus importants. Il comprenait les points suivants: ouverture de l'AGO. Démission de la fonction de président et animateur à compter du 17 décembre 2020 à 21 h. Responsabilité de l'Assemblée de se prononcer sur une éventuelle candidature à la fonction de président et animateur à compter du 2 septembre 2021. Période intérimaire entre le 17 décembre 2020 et le 2 septembre 2021, assurée par Gary, en sa qualité de vice-président. Les candidats à la présidence devraient également former un nouveau conseil des administrations et des animateurs. En cas d'impossibilité de former un nouveau conseil des administrations, le conseil des administrations actuel entreprendrait la démarche de dissolution de l'association auprès de la préfecture au 2 septembre 2021. Appel à la participation des membres et rappel de l'importance de leur présence. Le président. L'enjeu de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale extraordinaire serait décisive pour l'avenir de l'association. Les membres devraient se prononcer sur la démission du président sortant et envisager la nomination d'un nouveau leader. De plus, la période intérimaire sous la direction du vice-président Gary suscitait des questions quant à la stabilité et à la continuité de l'association. J'avais manifestement fait tout mon possible pour assurer une transition en douceur, mais l'avenir de l'association dépendait désormais des décisions prises lors de cette AGO. La tension était palpable, et l'importance de la participation de chaque membre ne pouvait être suffisamment soulignée. Des personnalités différentes, des comportements déviants mais imminents dans l'équipe dirigeante. Gary, l'énigme de l'honnêteté. Gary, à l'image d'un personnage plutôt prétentieux souvent satisfait de ses mérites, célèbre d'une série télévisée bien connue, avait un rêve enjoui, celui d'accéder au titre de président et de se délecter de s'entendre appeler Monsieur le Président au moins une fois dans sa vie. Au sein de l'équipe dirigeante, il occupait le poste de vice-président dont le but évident est d'accompagner et soulager le travail lié aux diverses activités, mais il semblait manquer de détermination. Cependant, il est loin de mettre tout en œuvre pour atteindre ses objectifs et il est notoirement peu fiable dans les engagements qu'il prend. Aujourd'hui, il peut être en faveur d'une chose, mais demain, il pourrait bien être en faveur de son contraire. Sa fermeté est aussi molle que de la guimauve. Un manque de détermination pour réellement travailler à la réalisation de cet objectif. Plutôt que de s'investir pleinement dans la poursuite de ses ambitions. Il est connu pour sa propension à changer d'avis et à ne pas respecter ses engagements. Cette inconstance le rendait difficile à suivre et à prendre au sérieux. Il était également caractérisé par une forme de fermeté qui était tout autre en réalité, vite empêtrée dans les dossiers. Cela signifie qu'il pouvait sembler déterminé à première vue, mais il était souvent facile de le faire fléchir ou de le faire changer d'avis. En outre, Gary était également marqué par un zeste de prétention. Quant à sa compagne, que nous nommerons Regina, secouez-moi, elle occupait un poste au sein de mon équipe dirigeante en tant que membre actif, mais sa contribution était si discrète qu'il est difficile d'en dire quelque chose, sinon, tenir le balai et la serpillière pour le nettoyage de la salle. Plus tard dans mon livre, je reviendrai en détail sur ce personnage, car il y a beaucoup à dire sur son honnêteté, ou plutôt son manque d'honnêteté.
Je me plongerai profondément dans son comportement, ses actions et les conséquences de son manque de fiabilité. Nous explorerons ses choix, ses promesses non tenues et les répercussions de son comportement sur les autres personnages de l'histoire. Ce chapitre nous permettra de mieux comprendre les motivations de Gary et comment son manque d'intégrité a influencé le cours des événements dans l'intrigue de manière significative. Maurizio et Claudia, une équipe complémentaire. Nous avions la chance de compter parmi nos membres actifs un couple remarquable, Maurizio et Claudia. Ils avaient chacun leur propre rôle au sein de l'association, et leur collaboration formait une équipe complémentaire précieuse. Claudia, la première secrétaire. Claudia occupait le poste de première secrétaire de l'association, un rôle essentiel pour en maintenir le fonctionnement administratif. Cependant, ce qui la distinguait était sa préférence pour les méthodes traditionnelles. Dans une ère où tout se fait de plus en plus par informatique, Claudia préférait tout écrire à la main. Cela incluait la gestion des dossiers, les inscriptions aux événements, et la tenue des registres. Maurizio, l'homme manuel. D'un autre côté, Maurizio était l'homme manuel de l'équipe. Il avait une passion pour la création visuelle, et il était responsable de la mise en place des affiches pour nos bals annuels. Je préparais les designs, c'était lui qui les protégeait sous des plastiques résistants et les installait dans des endroits stratégiques de la région pour promouvoir nos événements. Il était également chargé de les retirer une fois la soirée terminée. Une collaboration organisée. Ce qui était remarquable dans la relation de Maurizio et Claudia, c'était leur capacité à travailler en tandem malgré leurs méthodes très différentes. Claudia pouvait sembler réticente à adopter les technologies modernes, mais sa dévotion à la tâche et sa minutie étaient indéniables. Elle prenait le temps de s'assurer que chaque inscription soit correcte et que les dossiers soient soigneusement tenus. D'un autre côté, Maurizio gérait la touche manuelle nécessaire à notre association. Ces affiches étaient malicieusement placées dans des lieux stratégiques attirant les regards de futurs danseurs potentiels. Son dévouement à l'installation et au retrait de ces affiches contribuait grandement à la réussite de nos événements. La collaboration de Maurizio et Claudia rappelait l'importance de l'équilibre entre la tradition et la modernité au sein de l'association. Alors que Claudia préférait les méthodes traditionnelles, elle reconnaissait également la valeur de l'expertise de Maurizio dans la promotion visuelle. Cette complémentarité était un exemple de la diversité des talents au sein de notre association et de notre capacité à tirer le meilleur parti de ses compétences pour le bénéfice de tous. Claudia, le cœur généreux et la curiosité délicate. Au cœur de notre groupe, Claudia était une personne au cœur généreux et à la disposition inestimable. Elle était connue pour être prête à rendre service à tout moment, quelle que soit la nature de la demande. Sa gentillesse et sa disposition à aider étaient des qualités admirables, mais elles étaient également accompagnées d'une autre facette de sa personnalité, une curiosité parfois délicate. Le cœur généreux. Claudia était une personne sur laquelle on pouvait toujours compter. Si vous aviez besoin d'aide pour quoi que ce soit, elle était là pour exécuter la tâche avec une volonté inébranlable. Que ce soit pour organiser un événement, prêter main forte lors d'une soirée dansante, ou simplement être là pour offrir son soutien moral, Claudia était un pilier essentiel. Sa nature généreuse faisait d'elle quelqu'un en qui nous pouvions avoir une confiance totale. La curiosité délicate. Cependant, au-delà de son altruisme, Claudia avait une tendance malicieuse à se mêler des affaires qui ne la concernaient pas nécessairement. Sa curiosité la poussait parfois à s'immiscer dans la vie et les préoccupations des autres membres de l'association. Bien que sa curiosité puisse être vue comme une forme d'empathie et d'intérêt pour les autres, elle avait parfois l'effet inverse. Ses questions et ses interventions pouvaient causer des tensions avec les personnes qui préféraient garder leur vie personnelle privée. Un mélange d'innocence et d'intelligence. Bien que certains puissent considérer Claudia comme naïve en raison de sa curiosité, il était de plus en plus évident qu'elle n'était pas aussi innocente qu'elle ne le laissait paraître. Derrière cette apparente innocence se cachait une personne intelligente, qui savait comment naviguer habilement dans les interactions sociales. Ses questions perspicaces et sa capacité à percer les subtilités des relations humaines la rendaient tout sauf naïve. L'équilibre entre générosité et respect de la vie privée. Claudia était un rappel constant de l'importance de l'équilibre entre la générosité et le respect de la vie privée.
Sa capacité à aider était inestimable, mais elle avait aussi besoin de comprendre les limites de l'intrusion dans la vie des autres. En fin de compte, son rôle était précieux, mais il nécessitait également une prise de conscience de l'importance de respecter la vie privée et les limites personnelles des autres membres. Claudia était une personne atypique, dotée d'une curiosité insatiable qui la poussait à ne reculer devant rien pour assouvir sa soif de connaissance sur la vie des autres. Ce qui la mettait souvent en situation de découvrir des informations confidentielles qu'elle pouvait ensuite colporter sous forme de ragots. Malheureusement, Claudia ne semblait pas toujours se rendre compte que ses actions violaient la vie privée des autres. Une curiosité inoffensive. À l'origine, la curiosité de Claudia pouvait sembler inoffensive. Elle aimait être au courant de ce qui se passait dans la vie de ses amis et connaissances. Cependant, cette curiosité s'était transformée en une quête inlassable de détails intimes et souvent non sollicités sur la vie des autres. La tendance à accepter les invitations mal intentionnées. Ce qui rendait le comportement de Claudia encore plus problématique, c'était sa tendance à accepter les invitations de personnes mal intentionnées. Elle était parfois manipulée pour participer à des conversations ou à des événements visant à obtenir des informations compromettantes sur autrui. Claudia ne semblait pas se méfier des motivations cachées derrière ces invitations. La diffusion de ragots. Malheureusement, Claudia ne semblait pas se rendre compte que ses actions pouvaient causer du tort. Elle pouvait induire et colporter des informations sensibles qu'elle avait recueillies, sans se rendre compte de l'impact que cela pouvait avoir sur la vie des personnes concernées. Sa curiosité sans filtre avait le potentiel de créer des malentendus, de nuire aux relations et d'envahir la vie privée d'autrui. Le cas de Claudia souligne l'importance de la sensibilisation à la vie privée et à l'éthique personnelle. Il est essentiel de respecter les limites de la vie privée des autres et de ne pas s'engager dans des activités qui pourraient nuire aux personnes concernées. Claudia pourrait bénéficier d'une prise de conscience et d'une éducation sur la manière de respecter la vie privée d'autrui tout en satisfaisant sa curiosité de manière respectueuse. Claudia est l'exemple d'une personne bien intentionnée mais qui a besoin de mieux comprendre les implications de ses actions sur la vie privée des autres et sur les relations interpersonnelles. Claudia, l'anxiété silencieuse. Claudia était une personne dont la compagnie pouvait s'avérer extrêmement anxiogène. Passer une demi-journée à ses côtés laissait souvent les gens défaits et démoralisés. Elle était une âme en peine, malheureuse dans sa vie personnelle et conjugale, mais elle n'avait pas le courage de prendre la décision de se séparer de son partenaire, et son conjoint semblait se trouver dans la même impasse. Le fardeau du malheur conjugal. Claudia portait le fardeau d'une union relativement malheureuse, une situation qui pesait lourdement sur elle. Elle se trouvait piégée dans une dynamique de couple qui ne lui apportait plus de bonheur, mais dont elle n'osait pas s'affranchir. L'idée de se séparer de son conjoint nécessitait une dose de courage qu'elle n'était pas prête à réunir, tout comme son partenaire. La quête de réconfort dans les malheurs des autres. Claudia, submergée par son propre malheur, trouvait un certain réconfort en écoutant les problèmes conjugaux des autres. Sa curiosité servait parfois à établir des comparaisons qui la faisaient se sentir moins seule dans sa propre détresse. Lorsqu'elle apprenait que d'autres personnes traversaient des difficultés similaires, elle semblait trouver une forme de consolation. Malheureusement, la détresse de Claudia se manifestait fréquemment sous forme de plaintes constantes. Elle avait tendance à se plaindre auprès de toutes les personnes qu'elle rencontrait, évoquant sans relâche les problèmes et les tourments de sa vie conjugale. Cette attitude pouvait rapidement épuiser ceux qui l'écoutaient, et elle semblait ne pas réaliser l'impact de ses plaintes répétitives sur son entourage. Un besoin de soutien et de courage. Le cas de Claudia mettait en lumière le besoin de soutien émotionnel et de courage pour surmonter les situations difficiles de la vie. Ces expériences rappelaient que la prise de décision majeure, comme celle de mettre fin à une relation, demandait un courage considérable. Les proches de Claudia auraient souhaité qu'elle trouve la force de chercher une solution à son malheur, mais sa situation semblait être dans l'impasse. Claudia était un exemple poignant de la manière dont une relation malheureuse pouvait affecter la vie d'une personne et de la manière dont elle pouvait chercher du réconfort dans la détresse des autres, sans réaliser l'effet de ses propres plaintes sur son entourage. La paradoxe de Claudia, foi et détresse.
Claudia était une personne croyante et pratiquante, mais malgré sa foi profonde, elle n'avait jamais semblé trouver la paix intérieure au sein de sa religion. Son comportement énigmatique et troublant était source de perplexité pour nombre de personnes qui la connaissaient. Comment une femme si dévouée à sa foi pouvait-elle traverser une telle détresse émotionnelle? La quête spirituelle de Claudia. Claudia avait toujours entretenu une relation étroite avec sa foi. Elle participait régulièrement aux rituels religieux, priait avec ferveur et s'impliquait activement dans la vie de son Église. Sa quête spirituelle semblait sincère et profonde. Elle recherchait la guidance divine et espérait trouver un réconfort dans sa foi. Cependant, pour ceux qui la connaissaient, il semblait y avoir une incompatibilité frappante entre sa foi et sa détresse émotionnelle. Comment une personne qui avait une telle conviction religieuse pouvait-elle se laisser submerger par le malheur au point de s'enliser dans une relation conjugale malheureuse sans chercher de solution? Pour beaucoup, la religion était synonyme de réconfort et de force, mais chez Claudia, elle semblait ne pas avoir cet effet bénéfique. Le mystère de la foi et de la détresse. Le paradoxe de Claudia mettait en lumière le mystère complexe de la foi et de la détresse émotionnelle. Les croyants espéraient souvent que leur foi les aiderait à surmonter les difficultés de la vie, mais pour certains, cette connexion ne semblait pas opérer de manière aussi directe. Claudia restait un exemple troublant de la manière dont la foi pouvait coexister avec la souffrance émotionnelle, sans que l'une n'apporte nécessairement de soulagement à l'autre. Le cas de Claudia rappelait que la spiritualité était une expérience personnelle et complexe, et que la foi, bien qu'elle puisse apporter du réconfort à de nombreuses personnes, n'était pas toujours une solution miracle pour résoudre les problèmes émotionnels. Pour ceux qui observaient Claudia, sa situation restait un mystère difficile à élucider. Madame Lee évitait la confrontation. Madame avait une préférence marquée pour l'évitement des confrontations et des désaccords. Face à des opinions divergentes ou à des discussions qui s'annonçaient tendues, elle avait tendance à choisir la fuite plutôt que de faire face à la contradiction. Lorsque le président ou les membres de l'association exprimaient leur désaccord ou leur insatisfaction par rapport à une décision ou à une direction particulière, Madame Lee avait une réaction typique, elle fuyait la situation. Au lieu d'aborder le désaccord de front, elle préférait décliner toute implication dans le conflit et s'éloigner de la discussion. Cette tendance à éviter la confrontation avait des conséquences significatives au sein de l'association. Les conséquences de l'évitement. L'évitement de la confrontation par Madame Lee pouvait avoir des répercussions sur le processus décisionnel de l'association. Les désaccords sont une partie naturelle de toute organisation, et ils peuvent souvent mener à de meilleures décisions grâce à la diversité des opinions. Cependant, l'évitement systématique des confrontations réduisait la possibilité de résoudre ces désaccords de manière constructive. Lorsque Madame s'enfuyait des situations de désaccord, cela créait une barrière à la communication. Les membres de l'association pouvaient se sentir découragés de partager leurs opinions s'ils savaient que leurs préoccupations seraient simplement évitées plutôt que traitées. Cela avait un impact sur la transparence et l'ouverture de la communication au sein du groupe. L'importance de la gestion des conflits. L'incapacité à gérer les conflits de manière constructive était un rappel constant de l'importance de développer des compétences en gestion des conflits au sein de l'association. Les désaccords ne devraient pas être évités, mais plutôt abordés avec le souci de trouver des solutions mutuellement acceptables. Cette approche aurait pu contribuer à renforcer la cohésion de l'association et à favoriser des décisions plus éclairées. Madame Lee était un exemple de la nécessité de trouver un équilibre entre l'évitement des confrontations inutiles et la résolution des désaccords qui pouvaient bénéficier à l'association. La capacité à gérer les conflits de manière constructive était essentielle pour favoriser la croissance et le développement. Gilles, un trésorier sous influence. Gilles, le trésorier, était un pilier essentiel de l'association. Son travail était impeccable, et il avait gagné ma confiance en tant que président. Cependant, son engagement exemplaire avait un inconvénient notable, il semblait sous l'emprise dominatrice de son épouse, ce qui affectait sa personnalité et son comportement. Le trésorier exemplaire. Gilles était incontestablement un atout majeur pour l'association. Son rôle de trésorier nécessitait une gestion précise des finances, de la comptabilité et des transactions.
malgré la complexité de ses tâches, je n'ai jamais ressenti le besoin de superviser son travail. Sa fiabilité et son intégrité étaient incontestables, ce qui m'a permis de me concentrer sur d'autres aspects de la présidence en toute confiance. Cependant, il était difficile de ne pas remarquer l'influence dominatrice de son épouse Lee. Cette influence se manifestait parfois de manière subtile, mais elle avait un impact sur sa personnalité et son comportement. Il semblait parfois manquer de confiance en lui et de personnalité, car il paraissait constamment sous le joug des préférences de son épouse. Des valeurs associatives authentiques. Malgré cette influence, Gilles était une personne qui incarnait véritablement les valeurs essentielles au sein d'une association. Son dévouement, son sens du devoir et son intégrité étaient des atouts précieux pour le groupe. Il apportait une contribution inestimable à l'association, même si sa personnalité semblait parfois étouffée par les désirs de Lee. L'histoire de Gilles souligne l'importance de trouver un équilibre entre l'engagement envers une association et l'indépendance personnelle. Bien que l'engagement total soit essentiel pour le bon fonctionnement de toute organisation, il ne devrait pas se faire au détriment de l'identité individuelle. Il est crucial que chaque membre puisse s'épanouir en tant qu'individu tout en contribuant au succès collectif de l'association. Gilles était un exemple frappant d'une personne dont l'engagement était indéniable, mais dont la personnalité semblait parfois étouffée par des influences extérieures. Cette histoire rappelle la nécessité de préserver l'équilibre entre engagement et individualité au sein d'une association. La lettre de démission, une décision inflexible. Le 27 octobre 2020, j'ai rédigé une lettre de démission. Cette lettre avait pour objectif de mettre un terme à une longue période de dévouement à l'association, marquant ainsi une fin abrupte à mes engagements au sein de l'organisation. Lettre de démission du président et animateur. Association. Le 27 octobre 2020. Mesdames, Messieurs. Avoir œuvré pour notre association fut un réel plaisir pendant plusieurs années, malheureusement ce n'est plus le cas. Pour des raisons strictement personnelles, et écuré de ces bisbilles, de cette intolérance, de cette étroitesse et rigidité d'esprit, pour ce qui me concerne j'ai d'autres priorités, et bien d'autres préoccupations que de me rendre malade pour l'association. Je notifie par la présente, ma démission de la fonction de président de l'association ainsi que la fonction d'animateur. Ce choix a été décidé par une manifestation claire de mon consentement libre et éclairé. Donc inutile de spéculer. Dans le respect des dispositions statutaires prévues à cet effet, ma démission prendra effet à compter du jeudi 17 décembre 2020 à 21 h. Je reste à la disposition du conseil d'administration pour préparer ma succession aux fonctions de président et animateur. Je vous prie donc, de bien vouloir participer à la réunion du conseil d'administration qui se tiendra le jeudi 5 novembre à 19 h à la salle récréative, afin de prendre acte de cette démission, et de procéder à la nomination d'un nouveau président et animateur. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, mes respectueuses salutations. Le président. Le plaisir passé à œuvrer. J'avais consacré de nombreuses années à servir l'association. Au début, j'avais trouvé un réel plaisir au développement de l'association. Cependant, avec le temps, les choses avaient changé, mon engagement n'était plus source de satisfaction personnelle. Les précédentes années j'avais évoqué à de nombreuses reprises mon souhait de passer la main, former et accompagner l'éventuel postulant mais malheureusement je n'ai pas été entendu jusqu'à l'ultime décision, démissionner. Des raisons personnelles et le point de non-retour. J'ai pris cette décision pour des raisons strictement personnelles. Les relations tendues au sein de l'équipe, l'intolérance, l'étroitesse d'esprit, et l'hostilité ambiante m'ont poussé au bord du précipice. Pour moi, il était temps de prendre du recul et de prioriser d'autres aspects de ma vie, un point de non-retour où ma santé mentale et mon bien-être personnel étaient en jeu. La notification de la démission. La lettre servait de notification officielle pour ma démission de la fonction de président de l'association, ainsi que de la fonction d'animateur. J'avais pris cette décision en toute connaissance de cause et l'avais exprimée de manière claire. J'avais souligné que ma décision était irrévocable et ne pouvait faire l'objet de spéculations. Le respect des procédures statutaires. J'avais rappelé l'importance de respecter les dispositions statutaires pour ma démission, et j'avais précisé que ma démission serait effective à compter du 17 décembre 2020 à 21 h.
De plus, je m'étais engagé à collaborer pour assurer une transition fluide et réussie vers une nouvelle direction au sein de l'association. La lettre avait également appelé les membres du conseil d'administration à se réunir le 5 novembre à 19 h à la salle récréative. L'objectif de cette réunion était de prendre acte de ma démission de président sortant et de nommer un nouveau président et animateur. Malgré les réactions initiales de l'équipe, qui avait exprimé leur inquiétude quant à l'impact de cette décision sur l'association, j'étais résolu à maintenir ma démission. J'avais réaffirmé ma volonté de passer à autre chose et de prioriser mon bien-être personnel. Cette lettre de démission représentait une étape significative dans l'histoire de l'association, marquant la fin d'une ère et le début d'un nouveau chapitre pour l'association. Elle soulignait l'importance de la santé mentale et du bien-être personnel, même au sein d'une organisation à but non lucratif. L'impact inattendu de la Covid-19 sur la transition. Alors que l'association était sur le point d'entamer une transition majeure avec la démission de son président, cet événement inattendu est survenu, bouleversant les plans et retardant le processus de succession. Au moment où la lettre de démission avait été envoyée, j'avais prévu une réunion du conseil d'administration pour le 5 novembre 2020. Cependant, la Covid-19 avait fait son apparition, provoquant une série de restrictions et de mesures de distanciation sociale. La pandémie avait mis en pause de nombreuses activités sociales, y compris les réunions de personnes. La sécurité des membres était une priorité. L'impact sur la transition. Cette situation avait eu un impact sur la transition de leadership au sein de l'association. La succession du président sortant était reportée, et l'association devait faire face à un défi imprévu. Les membres du conseil d'administration et les dirigeants de l'association devaient maintenant attendre que les conditions épidémiques s'améliorent pour organiser la réunion et nommer un nouveau président. La Covid-19 avait jeté un voile d'incertitude sur l'avenir, mais l'association restait résolue à surmonter cet obstacle. L'histoire continuerait, avec l'espoir que la situation sanitaire s'améliorerait, permettant ainsi de poursuivre la transition et de maintenir vivante la passion de la danse qui avait animé l'association pendant tant d'années. Les défis de la convocation à l'Assemblée générale. Extraordinaire. La convocation en question. La convocation à l'Assemblée générale extraordinaire, AGO, que j'avais préparée était claire et directe, avec un ordre du jour précis. Cependant, l'intérim constitué de Gary et du reste de l'équipe avait décidé de remettre en question cette convocation sous prétexte que les adhérents pourraient ne pas la comprendre. Ils avaient alors élaboré une nouvelle convocation, mais cette tâche s'était avérée plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. 6 réunions pour une convocation. Le processus de rédaction de la nouvelle convocation s'était étiré sur 6 réunions distinctes. À chaque réunion, l'équipe avait tenté de concevoir une convocation qu'elle jugeait plus accessible pour les adhérents. Cependant, au lieu de simplifier le contenu, ces réunions avaient donné naissance à une convocation de plus en plus complexe. La confusion règne. Malheureusement, au lieu de clarifier les informations, ces multiples révisions avaient eu pour effet d'ajouter de la confusion à la confusion. Les adhérents se retrouvaient avec une convocation qui, au fil des modifications, était devenue difficile à comprendre. Au lieu de faciliter la tâche des membres, l'équipe avait compliqué davantage la situation. Les membres étaient maintenant confrontés à une situation où la convocation à l'AGO était devenue un véritable casse-tête. Ils ne savaient plus à quel ordre du jour se fier ni à quelle date se rendre pour cette réunion cruciale. Au lieu de clarifier les choses, les réunions pour élaborer une nouvelle convocation avaient semé la confusion parmi les adhérents. La complexité inattendue. Ce qui était initialement prévu pour simplifier la communication s'était transformé en un défi inattendu. L'équipe chargée de l'intérim avait tenté d'adapter la convocation pour la rendre plus accessible, mais le résultat était l'opposé de ce qui avait été envisagé. Les membres se retrouvaient face à un écheveau de révisions, de contradictions et de dates incertaines. L'impact de cette confusion sur l'Assemblée générale extraordinaire à venir serait considérable. Au lieu de se concentrer sur les décisions importantes à prendre, les adhérents devraient d'abord débroussailler le chaos de la convocation. Cela risquait de créer des tensions et d'affecter la clarté des discussions lors de cette réunion déterminante. Les conséquences de l'incompétence.
Lorsque la nouvelle équipe, dirigée par Gary en tant que président par intérim, a pris le relais, les premiers signes de désastre sont apparus. L'incompétence de cette équipe allait devenir un obstacle majeur pour l'association. La transition chaotique, l'ère Gary. Gary, le président par intérim, avait pris les rênes de l'association après la démission du président fondateur. L'été arrivant, il avait décidé de consacrer une grande partie de ses vacances au bord de la mer à préparer sa première assemblée générale. À son retour, il avait organisé pas moins de 6 réunions pour mettre au point cette assemblée générale tant attendue. Cependant, au fil de ces rencontres, des signes annonciateurs de catastrophe pointaient leur nez. J'avais assisté à chacune de ces réunions, inquiet quant à la manière dont les choses se dérouleraient. À chaque rencontre, je rentrais perplexe, sentant que tout cela se dirigeait droit vers un désastre. Pourtant, malgré mes avertissements répétés, l'équipe en place ne semblait pas prêter une grande attention à mes conseils. Lorsque j'avais annoncé ma démission, toute l'équipe est venue me supplier de rester moyennant un dédommagement financier pour l'année en cours en tant qu'animateur, une fonction que j'ai acceptée avec réticence. J'avais également pris soin de les prévenir que je me retirerais dès qu'une candidature adéquate se présenterait. Cependant, mes mises en garde concernant la possibilité d'adhérents souhaitant voter et contester cette décision avaient été balayées d'un revers de main par Gary et son équipe. Le jour de l'Assemblée, la catastrophe annoncée a finalement eu lieu. Une adhérente hostile au président fondateur avait demandé un vote. Pris au dépourvu, l'équipe de Gary avait improvisé un processus de vote chaotique, la distribution de post-it pour que chacun mentionne le nom du candidat animateur. Le dépouillement révéla une incompréhension totale pour les choix qui devaient être effectués. L'élection avait lamentablement échoué, un nouvel animateur fut désigné faisant ainsi capoter l'organisation dite inébranlable mise en place par Gary et son équipe. La situation avait viré au cauchemar, il était devenu évident que le costume de président était bien trop grand pour lui. Ce qui m'avait frappé, c'était que l'équipe, malgré tous les avertissements et l'expérience accumulée au fil des années, était restée complètement inerte. Il semblait préférer l'oubli de tout ce qu'il avait vécu et accompli ensemble plutôt que de faire face à l'incompétence de Gary. C'était un triste constat, la débâcle pour l'association que j'avais chérie. La machination de Gary et son équipe. Préserver le pouvoir et le trésor. La veille de l'Assemblée générale tant redoutée, Gary avait reçu la candidature d'une personne désireuse de prendre la relève de l'animateur. Cependant, au lieu d'accepter cette candidature et de permettre une transition en douceur, Gary avait préféré prendre son téléphone pour décourager le candidat. Il avait expliqué que la nouvelle équipe était déjà formée pour la saison à venir et que sa candidature ne pouvait être acceptée pour cette année. Ce coup de téléphone dissimulait une machination bien plus sombre. Gary et son équipe avaient non seulement une envie dévorante de conserver le pouvoir au sein de l'association, mais ils avaient également un autre motif, moins avouable, l'argent. En effet, l'association disposait d'un fonds de caisse conséquent, atteignant près de 10 000 €. Et cette somme, ils n'avaient nulle intention de laisser quelqu'un d'autre la gérer. Au cours de leur réunion secrète, ils avaient unanimement décidé de ne pas laisser ce trésor financier échapper à leur contrôle. Cette décision les avait poussés à prolonger leur règne de 8 mois supplémentaires, pour avoir le temps de dépenser cette somme à leur convenance, sans rendre de compte à qui que ce soit, sans se soucier des préférences subjectives des adhérents. Ce choix allait à l'encontre de l'esprit associatif, mais il était clair que le pouvoir et l'argent étaient devenus plus importants pour eux que les valeurs et les principes sur lesquels l'association avait été fondée. Un début chaotique. Dès le début de leur mandat, il était évident que la nouvelle équipe ne maîtrisait pas les rouages de la gestion de l'association. Les problèmes ont commencé à s'accumuler, allant de malentendus administratifs à des erreurs de communication fondamentales. La première urgence à régler suite à la pandémie, dénoncer les contrats engagés auprès des orchestres déjà réservés, mais Gary, vice-président régnant en maître, n'a pu assurer cette démarche. Il m'a demandé d'effectuer les divers courriers, les autres membres du bureau n'étant apparemment pas en mesure d'accomplir cette formalité. La gestion administrative. La gestion des aspects administratifs est devenue chaotique. Les tâches qui étaient autrefois gérées efficacement par l'équipe précédente ont commencé à être négligées ou mal exécutées.
Les adhérents ont commencé à ressentir les effets de cette incompétence, avec des retards dans le traitement des problèmes dans la communication des informations importantes. L'équipe reconstituée était également incapable de prendre des décisions éclairées pour l'avenir de l'association. Les orientations stratégiques étaient floues, et les adhérents avaient du mal à comprendre la vision de l'équipe. Les décisions importantes concernant les événements futurs, les finances et les projets à long terme étaient prises de manière désorganisée et souvent irréfléchie. L'une des caractéristiques les plus problématiques de cette nouvelle équipe était sa communication défaillante. Les adhérents étaient souvent laissés dans le flou, sans information claire sur les événements à venir, les changements de dernière minute ou les décisions prises. La confiance qui existait autrefois entre les adhérents et l'équipe de direction s'était rapidement érodée. Face à ces dysfonctionnements, de nombreux adhérents se sont retrouvés désillusionnés. Ils avaient rejoint l'association pour partager leur passion de la danse, mais se sont retrouvés à faire face à une gestion incompétente qui entravait leur expérience. Beaucoup d'entre eux commençaient à se demander s'ils voulaient continuer à soutenir l'association dans de telles conditions. Un avenir incertain. Le relâchement sensible de la nouvelle équipe menaçait l'avenir de l'association. La réputation de l'association en souffrait, et les adhérents perdaient confiance. Il était clair que des mesures devaient être prises pour remédier à la situation, ramener la stabilité et la compétence au sein de l'association. Le président incompétent mais patron. Gary, nommé président, a rapidement révélé son incompétence pour le rôle qui lui avait été confié. Il était manifeste que le costume de président était beaucoup trop grand pour lui. Les tâches et les responsabilités qui accompagnaient ce titre semblaient le dépasser, et il s'avérait être mal à l'aise dans son rôle. Un président qui n'avait pas la taille. Le titre de président exigeait un sens aigu de la responsabilité, une capacité à prendre des décisions éclairées et pragmatiques et à diriger l'association de manière professionnelle. Malheureusement, Gary n'avait pas la taille pour endosser ce rôle. Il montrait des signes de confusion et d'incertitude dans ses actions, ce qui laissait l'association et ses adhérents dans un état de perplexité. Le déni de l'incompétence. Gary, tout comme le reste de l'ancienne équipe, semblait être dans le déni de son incompétence. Au lieu de reconnaître ses lacunes et de chercher de l'aide ou des conseils, il continuait à s'accrocher au poste de président. L'incompétence de Gary avait un impact direct sur l'association. Les membres commençaient à ressentir les conséquences de ces actions maladroites. Les retards, les erreurs administratives et les problèmes de communication se multipliaient. L'association perdait peu à peu sa réputation de sérieux et commençait à perdre des adhérents, déçus par cette nouvelle organisation. Les insuffisances de Gary avaient également brisé la confiance entre les adhérents et la direction de l'association. Les membres avaient du mal à croire en la capacité de l'équipe à gérer l'avenir de l'association. La frustration et le mécontentement grandissaient au sein de l'association. L'importance de la reconnaissance. La situation aurait pu être améliorée si Gary avait pu reconnaître ses limites et solliciter de l'aide. Cependant, son refus de reconnaître son incompétence prolongeait le problème et mettait en péril l'avenir de l'association. Le costume qui ne convient pas. L'histoire de Gary en tant que président était un exemple frappant de la manière dont le choix d'une personne, pour un rôle de leadership inadéquat pouvait entraîner des conséquences néfastes pour une organisation. Son incapacité à porter le costume de président avait des répercussions sur l'ensemble de l'association, mettant en lumière l'importance cruciale de choisir des leaders compétents pour guider une organisation vers le succès. Les jours, les mois se sont écoulés sans le moindre écho de la chère équipe qui m'avait entouré toutes ces années. Par contre, les rumeurs, les murmures confus à mon encontre allaient bon train. Alors, je me suis adressé directement aux personnes à l'origine des on-dit pour rétablir les faits et mettre la situation au clair. Excédé, j'y ai écrit une lettre d'avertissement et des explications concernant des diffamations et des comportements inappropriés. Bonjour H. Il y a quelque temps j'ai envoyé un message par mail adressé à ton épouse, en lui exprimant tous les griefs que je lui reprochais, elle n'en a pas tenu compte, plus encore elle continue à déblatérer sur ma personne en tenant des propos diffamatoires et mensongers, en se mêlant de ma vie, je viens de l'apprendre.
Comme elle n'a toujours pas compris ma première démarche, et en ayant en ma possession des témoignages, je me vois donc dans l'obligation d'envisager de déposer plainte pour des faits diffamatoires. Je suis désolé d'agir ainsi envers elle, je pense que c'est le seul moyen pour qu'elle cesse de faire du mal sans raison. Il faut qu'elle sache que je ne suis ni trouillard comme elle le prétend, ni faux cul, ni profiteur. Elle dit vouloir me rentrer dedans. Si c'est une menace, il faut qu'elle sache que dans ma vie active il m'est arrivé de faire face à des individus plus virulents et impressionnants, et je n'ai jamais détalé. Je suis déterminé à faire cesser sa façon de vitupérer. L'idiotie affligeante d'une réflexion d'un niveau intellectuel assez pauvre, ne me fait plus rire. Également la photo qu'elle a prise pour faire du mal sans le consentement de la personne, pourront lui rafraîchir la mémoire au moment voulu. Il faut savoir que toute photo prise numériquement laisse dans sa propriété, la date de prise de vue, la géolocalisation, et les caractéristiques de l'appareil qui a effectué cette action, etc. etc. Oui, nous pouvons être confondus par notre propre matériel, la personne qu'elle a photographiée à son insu se fera un plaisir de se retourner contre elle. C'est bien ce genre de personnage méprisant sans intérêt qui représente 1% du groupe qui m'a conduit à démissionner de mes fonctions de président et animateur, d'une association qui m'était chère, qui est composée de 99% de personnes à qui je ne fais aucun reproche. Ce sont des gens qui véhiculent des vraies valeurs. Pour moi, ce 1% qui se nourrit de fantasmes est toxique pour cette belle association, et je souhaite qu'elle vive encore longtemps. Je suis conscient que ce pourcentage ne m'apprécie pas, il faut qu'ils sachent que c'est réciproque. On dit des chiens qu'il ne leur manque que la parole. Par contre, je connais des gens à qui il ne manque que la muselière. Je ne renie pas mon premier courrier, ce n'est que vérité. Comme elle le prétend et malgré tout ce que l'on peut dire, on ne m'a pas foutu dehors, c'est moi qui suis parti de mon chef en faisant une lettre de démission à mon équipe le 27 septembre 2020 et à la sous-préfecture en date du 17 décembre 2020. Ont-ils eu l'honnêteté de vous la montrer? J'en suis moins sûr, il faut bien qu'elle le comprenne. Elle ferait mieux de s'adresser à l'insuffisance de l'ancienne équipe et de son président Gary, avant de déblatérer sans réellement connaître la vérité. Car cette assemblée qui s'est déroulée ce jour a été un fiasco, et n'a pas été l'assemblée qui avait été préparée en amont pendant des semaines par ce président et cette équipe. Après ils vous ont raconté ce qu'ils ont voulu pour cacher leur insuffisance, c'est leur problème, tout cela n'est plus le mien, je demande tout simplement qu'on me foute la paix. Ils ont par ailleurs oublié de vous dire que Mick s'était proposé de me remplacer pour la musique, mais comme ils ne voulaient pas de Mick dans leur équipe, alors... Le jour de l'Assemblée, malgré mon désaccord, ils n'ont pas hésité à me mettre en concurrence avec lui en acceptant un vote, tout cela pour cacher leur incompétence et leur insuffisance à gérer une association. Un peu marre d'être toujours obligé de me justifier, alors voilà 3 justificatifs qui prouvent mon honnêteté: lettre du 27 septembre 2020, la convocation du 18 octobre 2020, et la lettre officielle à la sous-préfecture du 1er octobre 2021, cela prouve aussi les mensonges à la poutinienne qui vous ont été rapportés par un petit groupe malhonnête et pervers. Gary qui devait assurer l'intérim ainsi que son équipe ont refusé de vous envoyer cette convocation que j'avais préparée pour notre assemblée en date du 18 octobre 2020. D'après eux, vous n'auriez pas été capable de comprendre le sens de cette convocation, ils l'ont donc refaite à leur façon pour se mettre à votre niveau. Comprenez-le comme vous le voulez. Le jour de l'assemblée, vous avez pu vous rendre compte du fiasco que ça a été. Alors, avant de m'accuser et de juger qui que ce soit, il ne faut pas vous tromper sur les responsables de cet échec total, il faut donc apprécier à sa juste valeur les responsabilités de ce bide, et l'attribuer à cette équipe sans tête, qui est dans le déni, qui vise à rejeter hors du champ du moi, mais plutôt à renvoyer la faute sur l'autre, par lequel les concernés refusent de reconnaître la réalité d'une perception ressentie comme un traumatisme, aveu de faiblesse, et bouffie d'orgueil. Je n'ai malheureusement aucun pouvoir de changer le comportement de ces personnes indélicates et sans intérêt, lesquelles manquent d'une absence ou une insuffisance d'éléments probants et indispensables à un jugement objectif et sûrement par manque de compétences et abus de prétention. Il paraît que la connerie, ça se cultive, j'en connais qui ont la main verte. Un peu marre d'écouter des balivernes et de paroles ineptes, relisez ma lettre qui est en pièces jointes, que j'ai adressée le 27 septembre 2020 au conseil d'administration de l'association. Elle stipule que dans le respect des dispositions statutaires prévues à cet effet, ma démission prendra effet à compter du jeudi 17 décembre 2020 à 21h.
Il est donc très clair que depuis le 17 décembre 2020 je ne fais plus partie de votre association. Non. On ne m'a pas viré comme certains prennent plaisir à le dire et s'en réjouissent, j'étais déjà partie de cette association qui à mon avis est en état de mort cérébrale. Dans la lettre de convocation pour l'Assemblée générale qui a été concoctée par le bureau par intérim, il est vrai qu'ils ont demandé un volontaire pour prendre le poste d'animateur, Mix est donc proposé par un courrier envoyé le 19 septembre à Gary. Il était évident et absurde que l'ensemble du bureau ait accepté de me mettre en concurrence avec Mick, et de procéder à un vote qui a été demandé par quelque peine à jouir. De plus, lors de la préparation de cette assemblée j'avais signalé au conseil de l'association que je ne voulais absolument pas m'opposer à une autre candidature, je m'en allais tout simplement. Le bureau ne m'a pas entendu, il a donc sa part de responsabilité face à ce désordre. Il était convenu que si personne ne se proposait à ce poste, alors uniquement, pour ne pas laisser l'association sans animateur j'aurais poursuivi une année de plus en tant qu'intervenant avec défraiement. Et pour calmer les ardeurs et les mauvaises langues, oui, car il y en a à l'association. Elles se reconnaîtront. Je tiens à présenter en pièce jointe cette lettre de démission de mes fonctions de président et animateur envoyée au conseil de l'association le 27 septembre 2020, et nous sommes en septembre 2021, donc il y a déjà un an. Si toutes ces vipères savent lire, elles peuvent constater par elles-mêmes que c'est une démission de ma part et rien d'autre. Alors toutes ces mauvaises personnes qui ont l'apanage des faibles et complexés devraient éviter de raconter des conneries, et de spéculer sur d'éventuelles stupidités, elles devraient consulter, c'est une nécessité, elles auraient à se grandir de fermer leur grande bouche, et par la même occasion prendre le temps de se cultiver, ça serait bénéfique pour elles au lieu de déblatérer avec violence sur les autres, cela me ferait aussi des vacances. La vie m'a appris que pour être heureux il faut trouver la force de fermer certaines portes et le courage d'en ouvrir d'autres, parce que tant que vous n'aurez pas la force de repousser ce qui vous rend malade, vous ne serez jamais heureux. Un beau jour, rencontre inattendue au dancing. Réconciliation et responsabilité, la proposition de paix de dimanche à Barjavel. Gary, dimanche à Barjavel ce n'était ni le lieu ni le moment pour régler nos comptes. Depuis environ 2 ans, aucun d'entre vous n'a pris contact avec moi sauf Maurizio, l'assemblée a eu lieu le jeudi, le vendredi rien, le samedi rien, et le dimanche suivant rien, aucun appel de vous 6. Il a fallu que vous receviez un message de ma part pour un semblant d'appel de ta part, là, j'ai compris que vous n'aviez pas percuté, à aucun moment vous vous êtes positionné à ma place, car vous êtes démuni de toute réflexion. Je ne vais pas revenir sur les griefs que je vous reproche, je dirai seulement que vous vous êtes accroché à votre poste 8 mois de plus pour ne laisser que le minimum en caisse pour la nouvelle équipe. Tout ça, pour ça. Nous n'avons pas le même rapport à l'argent, vous avez choisi l'intéressement au fric pour délaisser une amitié que je pensais sincère, je me suis trompé. Gilles Elie avait dit lors des 6 réunions qui ont précédé l'Assemblée, s'il devait y avoir une autre équipe se présentant contre la vôtre et que vous soyez éjectés, cela leur ferait mal. Eh bien, votre incompétence a conduit à ce que vous ne vouliez pas pour vous, en revanche ça ne vous a pas gêné que cela se produise pour moi. J'étais démissionnaire de l'ensemble de mes fonctions et j'aurais dû rester sur ma position, j'ai fait une erreur, celle de vous faire confiance en acceptant cette solution de poursuivre l'animation, où pourtant tout était très clair, Gary, comme tu nous l'avais répété lors de nos 6 réunions, ce sont tes mots, quoi qui se passe à l'Assemblée c'est moi qui commande, et nous devions rester comme cela jusqu'en fin d'année. Permets-moi de te dire, tu t'es fait avoir par un petit groupe mal intentionné. Alors, dimanche 2 avril à Barjavel, quelle a été ma surprise en constatant que vous étiez prêt à me sauter au cou, car dans mon premier courrier, je vous demandais que l'on puisse se rencontrer pour apaiser les esprits et les tensions, vous n'avez jamais daigné me répondre. Alors vous devriez comprendre mon étonnement de ce dimanche. Je pense réellement que vous vous êtes bien rendu compte de vos erreurs, mais votre fierté à tous vous a enfermé dans le déni, il n'y a aucun déshonneur de dire « je me suis mal comporté ». Je ne peux pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Claudia le soir même de l'Assemblée est venue me dire, tu as bien raison de partir après ce qu'ils viennent de te faire, cela voulait dire qu'elle avait percuté ce soir-là, puis tout a changé. Durant ma présidence, je ne me suis jamais comporté de la sorte avec vous.
vous avez donné aux adhérents votre version, moi, je donne la mienne en leur présentant ma lettre de démission que je vous avais adressée et la première convocation que j'avais établie, celle qui ne convenait pas à une certaine d'entre vous. Alors, si vous souhaitez apaiser les tensions entre nous, vous devez accepter votre responsabilité dans ce conflit et accepter ma proposition qui était dans un de mes courriers, que je vous renouvelle. Voici donc mes années de présidence et d'animation terminées depuis le 17 décembre 2020, un courrier que j'ai adressé le 15 octobre 2020 au vice-président. Si je vous disais que je suis satisfait de céder ma place et de laisser ces tâches qui ont été assez absorbantes, je ne mentirais pas. N'ayant pas à m'excuser de vouloir quitter mes fonctions et n'ayant plus de plaisir à me déplacer pour cette association. L'assemblée de ce jeudi 23 septembre 2021 m'a conforté dans ce choix, et a permis à certains d'entre vous qui sont dépourvus d'honnêteté et de courage de se cacher derrière un bulletin de vote pour s'exprimer librement. Certains se reconnaîtront. Je déplore cette hypocrisie et ce manque de courage. Où sont ces belles années où l'on pouvait dire que notre association était une grande famille? Maintenant deux clans s'opposent. Quelques années en arrière nous nous étions posé la question, qui avait bien pu nous faire un tel courrier d'insultes et de plus anonyme? Maintenant nous le savons, c'est ce même groupe qui manque de courage, ce noyau d'individus à qui nous posons la question, avez-vous une réclamation à formuler ou une question à poser? Ce sont les premiers à regarder leur godasse, et de plus ce ne sont pas eux les plus performants sur la piste de danse, loin s'en faut, ce sont les mêmes qui œuvrent au délitement de notre pays qui est la France. Cela me fait un grand bien de vous le dire. En tout cas je suis fort heureux d'avoir pu assumer ce titre dont la majorité de ce groupe m'a honoré, je suis heureux de l'indulgence que l'essentiel m'a témoigné pour tant de choses aimables qui m'a été dites, et d'autres en inventant des prétextes pour me les dire. Aussi parfois certaines maladresses de quelques-uns qui ont pu me contrarier. Pendant toutes ces années j'ai été fort attentif à vos souhaits et vos désirs pour mettre en place toutes les activités de notre association. Si j'ai pu froisser quelqu'un ou déplaire à d'autres, ce fut par maladresse, la tolérance étant la charité de l'intelligence, je sais que je serai pardonné. Aussi, il serait prétentieux de dire que tout était parfait, je pense au contraire que beaucoup reste à faire pour que cette association puisse se poursuivre comme il se doit. J'ajouterai que mon passage à l'association et plus particulièrement en tant que président a été pour moi l'une des plus belles et enrichissantes expériences de ma vie. Parfois, il m'arrive de croiser certaines personnes de l'association qui m'avouent regretter l'ambiance d'hier, mes compilations musicales et surtout me relatent le comportement équivoque et ambigu et la façon jugée plus indélicate de cette équipe à mon égard. Aujourd'hui, le plaisir de la danse ne m'a pas quitté, c'est une joie de la partager et de savourer des moments emplis d'émotions. À travers ces années consacrées à la danse, à la musique et à l'informatique, chaque pas, chaque note, et chaque ligne de code a été un acte d'amour envers ces arts. Malgré les défis imposés par certains adhérents dont les comportements indélicats ont semé l'ombre sur mon rôle de président et animateur, ces années restent une symphonie de créativité et de persévérance. Ce livre n'est pas simplement le récit des épreuves, mais une déclaration passionnée de résilience. En refermant ce chapitre, je choisis de ne pas laisser les actes mesquins obscurcir la splendeur de cette aventure. Ces 16 années ne sont pas simplement un passé révolu, mais un legs vivant. Puissent les pas de danse, les mélodies et les lignes de code continuer à résonner, défiant les esprits étriqués et inspirant d'autres à surmonter l'adversité. Car dans la danse de la vie, chaque pas triomphant surmonte le discordant murmure des comportements indélicats, créant une mélodie d'espoir et de résistance. Les fidèles amis. Au fil des années, j'ai pu constater que ceux qui me portaient une réelle affection et estimaient mon engagement venaient spontanément à ma rencontre. Que ce soit dans les rues de la ville ou au cours des après-midi dansants que j'appréciais tant, ces rencontres étaient empreintes de chaleur et de convivialité. Cependant, je ne pouvais ignorer la présence persistante d'un petit noyau hostile, composé d'une douzaine d'individus. Ces quelques personnes semblaient avoir fait le choix de ne pas comprendre ni d'apprécier mon dévouement pour l'association. Leur motivation demeurait obscure, mais elles avaient fait de moi leur cible, parfois ouvertement, parfois de manière plus insidieuse. Pourtant, face à ces hostilités, je trouvais un réconfort inestimable dans la compagnie de mes amis fidèles, qui partageaient ma passion pour la danse et l'association. Ils étaient le remède à l'amertume que pouvaient susciter les attitudes négatives de quelques-uns.
ensemble, nous continuons à célébrer notre amour pour la danse, pour la camaraderie, et pour les précieux moments passés au sein de notre association bien-aimée. Ces amis sincères étaient la preuve que, malgré les défis et les tensions, l'essence même de notre passion persistait, inébranlable. Les valeurs d'une association. Aujourd'hui, je ne me préoccupe plus de ces individus qui semblent incapables de reconnaître et d'apprécier les valeurs fondamentales qui sous-tendent une association. Au fil des années, j'ai compris que la vie au sein d'une association repose sur la solidarité, la camaraderie et le respect mutuel. C'est un espace où les membres partagent des intérêts communs, travaillent ensemble pour atteindre des objectifs communs, et créent des souvenirs précieux tout en contribuant au bien-être de l'association. Ceux qui ne peuvent pas s'intégrer dans une association, qui refusent de comprendre les principes de base de la coopération et de la compréhension, ratent une opportunité exceptionnelle de grandir en tant qu'êtres humains. Les associations sont des endroits spéciaux où nous apprenons à travailler en équipe, à faire preuve d'empathie envers les autres, et à contribuer au bien-être collectif. Ce sont des reflets de la diversité humaine, mais aussi des refuges pour ceux qui partagent des passions communes. La vie associative nous enseigne que c'est en travaillant ensemble, en surmontant les obstacles et en célébrant nos réussites communes que nous pouvons forger des liens durables et créer des souvenirs inoubliables. Ceux qui échouent à saisir ces opportunités perdent non seulement la chance de s'enrichir personnellement, mais aussi l'occasion de contribuer de manière significative à la société. Alors, désormais, je laisse derrière moi ces individus et me concentre sur ceux qui comprennent et respectent les valeurs précieuses qui font battre le cœur d'une association. L'appel à la réconciliation. Certes, je n'aurais sans doute pas envisagé d'écrire ce livre si cette étonnante équipe avait accepté mon humble invitation à se rassembler pour une discussion franche et sincère. Mon intention était de faire taire les tensions qui avaient progressivement miné notre relation, de nous asseoir ensemble et de partager nos préoccupations, nos idées et nos sentiments. J'espérais que cette démarche permettrait de rétablir la compréhension mutuelle et de nous aider à retrouver l'harmonie qui avait été le cœur de notre association pendant de nombreuses années. Cependant, mon invitation a été catégoriquement refusée. Devant ce rejet, je me suis retrouvée dans l'obligation de m'expliquer d'une manière ou d'une autre. Mon âme sensible et mon désir de clarté m'ont conduit à mettre par écrit ce que je ressentais, à partager mon histoire, mes expériences et mes émotions à travers ces pages. Ce livre est devenu mon moyen de communication, ma voix pour exprimer ce qui me tenait à cœur, en espérant que ces mots pourraient finalement apaiser les tensions et dissiper les malentendus. Certainement que mes écrits peuvent choquer. Ils démontrent la complicité des liens amicaux, mais entre autres, la facilité des personnes à engendrer des situations complexes, l'équité de leurs engagements, leur sincérité envers autrui, enfin un besoin vital de se confiner dans leur orgueil. Bien que les circonstances aient abouti à cet ouvrage inattendu, elle a permis de documenter les souvenirs précieux de notre association et de partager ces histoires avec un public plus vaste. Mon désir de transparence et de réconciliation demeure, et j'espère sincèrement que ces pages serviront de base pour ouvrir un dialogue constructif, rétablir l'harmonie, et préserver les valeurs qui ont toujours été chères à nos cœurs. Conclusion. La durée, le temps passé avec ceux que l'on considère comme des amis, ainsi qu'une journée exceptionnelle, peuvent révéler des aspects inattendus. Cela incite à la réflexion et suggère la prudence dans le maintien de certaines relations tout en explorant de nouvelles opportunités. Ce que je retiens de mes rencontres, de mes discussions, ce sont ces mêmes propos relatifs à mon engagement associatif, qui ont, en grande partie, émaillé mes journées et enivré ma vie. Il semble que vous meniez une vie très active et enrichissante pendant cette période. Créer en parallèle une autre association de danse et instruire des cours informatiques sont des initiatives louables. Cette seconde association intitulée Tarentelle Danse démontre votre passion pour la danse ainsi que votre désir de partager cet engouement autour de vous. Les groupes de danseurs qui se retrouvent chaque semaine sont souvent un excellent moyen de créer des liens sociaux, de promouvoir la créativité et de rester actifs. Développer les connaissances informatiques à l'Université de Saint-Pourçain sous le nom créateur visuel et concepteur de solutions, montre votre engagement dans le domaine de l'apprentissage et la formation aux nouvelles technologies et au monde virtuel. C'est une opportunité précieuse d'influencer la prochaine génération d'étudiants en partageant vos connaissances et votre expertise. C'est un travail exigeant, car les étudiants peuvent avoir différents niveaux de compétences et de compréhension en informatique.
Et cela peut être extrêmement gratifiant de voir vos élèves atteindre leurs objectifs. La commune ayant mis à votre disposition une salle pour recevoir vos élèves est une preuve de la reconnaissance de votre travail et de l'importance de l'éducation. Il est certain que cette opportunité a dû faciliter le travail d'enseignement. Il est compréhensible que cette vie bien remplie puisse être étourdissante, mais elle vous a également permis de vivre des expériences variées et de contribuer de manière significative au développement de la vie de la commune. Votre engagement dans la danse et l'éducation a sûrement eu un impact positif sur de nombreuses personnes, que ce soit en les aidant à développer leurs compétences en danse ou en les formant dans le domaine de l'informatique. Dans l'ensemble, cette période de votre vie semble avoir été marquée par un équilibre entre vos passions personnelles, votre travail d'enseignement et votre engagement au sein de ces diverses associations. C'est une expérience riche en enseignements et en accomplissements qui a sans aucun doute contribué à façonner votre parcours et votre identité. Mais au-delà de ce dynamisme associatif, reste-t-il une petite place pour vivre une vie privée sereine et harmonieuse? Joker, ce serait une autre longue histoire. Andrea.